Alice Fournier vivait au petit village du Moulinet depuis un peu plus d'1 an et dans ce petit coin niché au creux de montagnes verdoyantes, elle avait trouvé exactement ce dont elle avait besoin. La paix, l'anonymat et l'occasion d'élever son fils loin de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Le Moulinet était un lieu d'une beauté tranquille et honnête, avec des ruelles étroites en pierre, des maisons basses aux toits rouges et un air qui sentait le pin et la terre humide toute la journée. Alice était enceinte de 7 mois, et le ventre rond qu'elle portait avec une fierté discrète était la chose la plus belle et la plus vraie qui lui soit arrivée dans sa vie ces dernières années. Personne là-bas ne savait d'où elle venait, personne ne posait de questions, et elle avait appris que le silence bienveillant est l'un des plus grands cadeaux qu'un endroit puisse offrir. Pour la première fois depuis longtemps, Alice Fournier se réveillait le matin sans craindre le jour à venir, mais sa vie n'avait pas toujours été ainsi. 5 ans plus tôt, Alice vivait à Lyon, une grande ville bruyante à plus de 300 km du Moulinet, sous le toit de son oncle Fernand, l'homme qui aurait dû être son protecteur après la mort de ses parents et qui, au lieu de cela, l'avait livré comme monnaie d'échange sans le moindre remords. Fernand avait une dette envers le marchand le plus redouté de la région et la solution qu'il trouva fut d'offrir sa nièce en mariage, comme si elle était un objet qui lui appartenait. Alice avait 22 ans. Elle n'avait nulle part où fuir et personne pour élever la voix en sa faveur. Alors, elle épousa Balthazar de la Roche. Elle était sa 5e épouse et ce chiffre en disait plus sur le genre d'homme qu'était Balthazar que tout ce que l'on pourrait raconter. Ce furent 4 années d'un mariage sans amour et sans respect, où les humiliations arrivaient à petite dose constante, du genre qui ne laisse pas de marques visibles, mais qui ronge de l'intérieur, comme l'eau qui use la pierre. Balthazar ne l'aimait pas et s'assurait que tout le monde autour de lui le sache. Alice apprit à vivre dans ce silence pesant, comme on apprend à respirer sous l'eau, lentement, en retenant sa poitrine, en attendant que ça passe. Balthazar de la Roche était craint dans toute la région, homme de possession et de tempérament dur. Et Alice n'était qu'un nom de plus sur une liste de femmes qu'il avait consumées et jetées avec la même indifférence qu'il menait ses affaires. Elle survécut à chaque jour de ces 4 années, gardant en elle une petite flamme que le froid de la maison n'avait jamais réussi à éteindre complètement. Puis, par une froide nuit de novembre, Balthazar ressentit une vive douleur à table. Il porta la main à sa poitrine et ne se réveilla plus. Et le silence qui s'empara de la maison cette nuit-là était différent de tous les autres silences qu'Alice avait connus. Lucie, la gouvernante aux cheveux blancs, qui avait été la seule véritable lumière de ces 4 années, lui dit « Fuis maintenant, Alice, avant que ton oncle n'arrive et ne te ramène chez lui. » Alice savait qu'elle avait raison. Elle se rendit donc à la bibliothèque et prit un peu de l'argent que Balthazar gardait. Elle jeta l'essentiel dans une valise, et Lucie dirait qu'elle avait été enlevée par des voleurs, et que Balthazar s'était senti mal pendant l'incident. Les 2 femmes s'étreignirent dans le couloir, et Alice partit. Alice embarqua sur le premier navire à quai, sachant seulement qu'elle devait aller assez loin pour que personne ne la retrouve. Elle débarqua dans une ville. Puis ce furent des jours de voyage en diligence, de nuit dans des auberges bon marché aux matelas fins et aux fenêtres qui laissaient passer le froid, jusqu'à ce que le Moulinet apparaisse au détour d'un chemin, comme une réponse qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. L'auberge où elle séjourna les premiers jours offrait un service médiocre et des chambres sans confort, mais personne ne la connaissait ni ne posait de questions, et cela valait plus que n'importe quel lit douillet. Elle apprit qu'une grande et ancienne maison était à vendre, avec plusieurs chambres et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Elle avait besoin de rénovation, mais ses murs étaient solides, et sa structure ne mentait pas. Alice utilisa l'argent qu'elle avait apporté, acheta la maison, retroussa ses manches, et travailla comme jamais elle n'avait travaillé de sa vie, peignant, réparant, nettoyant, transformant ses murs fatigués en une pension simple mais accueillante. 1 mois après son arrivée au Moulinet, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle posa la main sur son ventre encore plat et décida qu'elle ferait tout pour que son enfant ne manque de rien. Elle disait à tout le monde qu'elle était veuve, et personne n'en doutait. Il y avait en elle quelque chose d'une femme qui avait déjà porté trop de douleur pour avoir besoin d'inventer des histoires. Rosalie se présenta pour demander du travail un matin de pluie, une jeune femme au rire facile et aux mains serviables. Et Alice l'engagea parce qu'elle reconnut dans ce regard la même soif de recommencer qu'elle voyait dans son propre miroir chaque jour. Ensemble, Alice et Rosalie transformèrent la pension en la plus réputée de toute la région, non pas pour son luxe,
mais pour sa propreté, son parfum et son accueil chaleureux, avec des draps frais, changés tous les 2 jours, des repas préparés avec soin, et une propriétaire qui traitait chaque client comme un membre de sa famille. La renommée grandit de bouche à oreille, de ville en ville. Et bientôt la pension d'Alice Fournier était le premier nom que tout voyageur entendait en arrivant dans la région et en demandant où se loger. Alice atteignit ainsi son 7e mois de grossesse, heureuse de cette manière simple et conquise, qui est la plus vraie de toutes, avec son gros ventre, les pieds parfois enflés en fin de journée, et un sourire qui avait mis des années à revenir sur son visage, et qu'elle n'avait pas l'intention de laisser partir de sitôt. C'est par un après-midi que Rosalie apparut sur la véranda, les yeux écarquillés et la voix tremblante entre la peur et le rire, appelant Alice d'urgence. Alice leva les yeux de la broderie qu'elle tenait et regarda son amie qui semblait sur le point d'exploser de curiosité. « Oh là là, Alice, tu ne vas jamais croire qui est à notre portail. » Alice demanda calmement. « Dis-le, Rosalie. Qui est-ce » Rosalie ne répondit pas avec des mots, elle lui prit simplement le bras avec précaution et l'emmena jusqu'à la fenêtre du salon qui donnait sur la rue en contrebas, d'où l'on voyait le portail en bois de la pension. Alice regarda en bas. Un homme se tenait devant le portail, avec une présence qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Grand, les épaules larges, vêtu d'une redingote en tissu sombre bien coupé et de bottes en cuir qui montaient jusqu'aux genoux. À ses côtés, un cheval noir à la crinière blanche frappait le sol de son sabot avec l'impatience des animaux de race. Et un second homme attendait quelques pas en arrière, en silence. Alice resta à regarder un moment sans rien dire, puis demanda à voix basse, sans quitter la fenêtre des yeux. « Rosalie, qui est cet homme ?» Rosalie s'approcha et chuchota comme si tout le village pouvait l'entendre. « C'est Mathieu de Beaumont, le duc d'Alençon. Je suis allé les accueillir et il m'a dit qu'avant d'entrer, il voulait vous parler. » Alice resta silencieuse un instant, laissant l'information s'installer. « Bonjour, mes chers auditeurs. Je voudrais vous parler un instant avant de continuer cette incroyable histoire d'amour d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel petit coin du monde vous suivez notre chaîne Amour et Romances d'époque. Et que faites-vous en nous écoutant? Merci beaucoup d'avoir choisi d'écouter notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alice, une femme qui a construit une nouvelle vie de ses propres mains dans un village tranquille entre les montagnes. Et de Mathieu, un homme qui est arrivé jusqu'à elle porteur d'une mission qui révélerait jusqu'où certaines personnes sont capables d'aller quand il s'agit d'argent et de pouvoir. Une histoire d'amour qui est née là où personne ne s'y attendait, faite de secrets cachés sous une paix qui semblait trop parfaite. Si vous aimez les histoires d'époque avec de la vraie romance, des secrets surprenants et des personnages qui restent dans le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque histoire que j'écris est toujours pour vous surprendre. Alice prit une profonde inspiration, descendit les escaliers et sortit jusqu'au portail. Il la regarda quand elle apparut et il y avait dans ses yeux verts une attention calme et directe. Il était beau d'une manière qui n'avait pas besoin d'être annoncée, les cheveux châtains un peu en désordre à cause du vent du voyage et un sourire discret au coin des lèvres. « Madame Fournier, votre employé m'a dit que vous êtes la propriétaire des lieux. Je suis Mathieu de Beaumont. » Alice le salua avec l'aplomb de quelqu'un qui ne se laisse pas facilement intimider et répondit « Elle m'a dit que monsieur voulait me parler avant toute chose. Alors, me voici, monsieur de Beaumont. » Mathieu alla droit au but. Il dit que dans le village, personne ne connaissait son titre et qu'il voulait que cela reste ainsi, qu'il avait besoin d'une discrétion absolue et qu'il souhaitait louer toutes les chambres de la pension uniquement pour lui et son compagnon. Alice fronça les sourcils et répondit avec naturel. « Monsieur, j'ai des clients réguliers ici. Je ne peux pas simplement les mettre à la porte. » Mathieu sortit de sa redingote 4 bourses de pièces et les lui montra avec le calme de celui qui connaît le poids de ce qu'il offre. « Dédommagez chacun d'eux généreusement et dites que vous devez fermer pour quelques jours. Vous ne le regretterez pas. » Rosalie apparut derrière Alice et murmura. « Alice, nous avons besoin de cet argent. Je parlerai aux clients. Je pense que nous n'aurons pas de problème. » Alice resta silencieuse, les yeux allant des bourses au visage de l'homme, puis dit « Je ne suis pas à l'aise de faire ça aux gens. » Mathieu répondit avec sérieux « Je vous garantis que ce sera pour une bonne cause. » Alice soupira profondément et dit « Très bien, mettez les chevaux dans l'écurie au fond. Il y a des stalles et du foin pour eux. Rosalie va préparer vos chambres
et nous serons discrètes quant à votre séjour ici. » Elle fit une pause et le regarda droit dans les yeux avec fermeté. « Mais je ne veux aucun problème dans cette maison, monsieur de Beaumont. » Mathieu lui sourit calmement et répondit « Je vous remercie, madame Fournier, et je vous garantis qu'il n'y en aura pas. » Alice tourna les talons et entra. Mathieu resta là à regarder cette femme jolie, aux yeux noisettes, ferme, décidée et enceinte, et une question resta en lui sans réponse. Quelle pouvait bien être son histoire? Seul, s'occupant d'une pension et attendant un enfant, avec une seule employée, il trouvait cela sincèrement admirable. Mais il devait rester concentré maintenant, gagner la confiance de ce village peu à peu, car toutes les personnes qu'il avait consultées en chemin lui avaient indiqué la pension d'Alice, et non seulement elles l'indiquaient, mais elles en disaient le plus grand bien. Peut-être lui serait-elle d'une grande aide, car elle était très appréciée au village, et il avait besoin de cette confiance pour accomplir ce pourquoi il était venu. La couronne avait été claire. Jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'il était venu enquêter au Moulinet, il devrait être très discret, et il le serait. Rosalie alla de porte en porte avec cette délicatesse qui était sa marque de fabrique, expliquant à chaque client que la pension devait fermer pour quelques jours, en raison d'un imprévu, et qu'il serait généreusement dédommagé pour le désagrément. Les 5 acceptèrent sans grande résistance, car la somme que Rosalie mit entre les mains de chacun était plus que juste, et en moins d'une heure, les chambres étaient vides, et les valises avaient disparu par la porte principale. Elle installa Mathieu et Pierre, l'employé du duc, dans les 2 meilleures chambres du 2e étage. Elle changea les lits, ouvrit les fenêtres pour aérer, et descendit à la cuisine à la recherche d'Alice. Rosalie la trouva et dit avec cette curiosité qu'elle ne parvenait jamais à dissimuler. « Qu'est-ce qu'il peut bien être venu faire ici au village, Alice, et pourquoi tant de secrets ?» Alice sortit lentement de ses pensées et sourit en coin. « Je lui demanderai plus tard, Rosalie. » Rosalie frappa légèrement la table avec enthousiasme et dit « Alice, l'argent qu'il a donné couvre presque 1 année de nos frais. » Alice leva les yeux et son sourire s'élargit un peu plus, sincère cette fois, de ce genre qui naît lorsque l'inquiétude cède la place au soulagement. « Ça va être d'une grande aide, » dit-elle à voix basse, comme si elle parlait plus pour elle-même que pour son amie. Rosalie la regarda avec cette lueur animée dans les yeux et continua. « Et Alice, il est temps de finir la chambre du bébé. Avec cet argent, on peut acheter tout ce qui manque. » Alice posa la main sur son ventre avec tendresse et acquiesça. « Je sais. Il faut que je prépare le berceau avant qu'il n'arrive. » Il y eut un court silence chaleureux entre elles, de ce genre qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent vraiment. Puis Alice tapa des mains sur la table et dit « Maintenant, aide-moi à préparer la table pour qu'ils puissent dîner. » Les 2 femmes travaillèrent ensemble dans la cuisine, avec l'harmonie de celles qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Alice préparant le bouillon et le pain, et Rosalie mettant la table de la salle à manger avec la nappe en lin blanc, les assiettes en faïence et les verres en cristal réservés aux occasions spéciales. L'odeur de la nourriture emplit toute la pension, descendant les couloirs et montant l'escalier. Et quand Mathieu descendit, accompagné de Pierre, les 2 avaient déjà troqué leurs vêtements de voyage, pour des tenues plus propres. Ils s'assirent à table, et Alice et Rosalie servirent le dîner dans un silence respectueux, circulant avec les plats chauds. C'est alors que Mathieu leva légèrement la main et dit d'une voix qui n'admettait aucune cérémonie superflue. « S'il vous plaît, mesdames, asseyez-vous avec nous. » Alice s'arrêta et répondit avec naturel « Monsieur de Beaumont, nous n'avons pas l'habitude de nous asseoir avec les clients. » Mathieu la regarda avec un sourire tranquille et dit simplement « J'insiste, nous devons avoir une conversation. » Alice regarda Rosalie une brève seconde. Les 2 échangèrent un regard entendu et s'assirent. Mathieu attendit qu'elle soit installée avant de parler, et il y avait en lui cette qualité rare d'un homme qui sait écouter avant de demander. « Madame Fournier, » dit-il d'une voix posée, « connaissez-vous tout le monde ici au village ?» Alice répondit avec naturel. « Je connais la grande majorité, oui. » Mathieu hocha la tête et continua. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» Alice le regarda avec ce calme direct qui était sa marque et répondit « Depuis 8 mois, monsieur. » Il fit une petite pause avant de poser la question suivante. « Et qu'est-ce qui vous a amené dans cette région ?» Alice répondit sans détourner le regard. « Le besoin de recommencer, monsieur de Beaumont. Et vous, qu'est-ce qui vous amène au Moulinet ?»
Mathieu la regarda un instant avant de répondre, comme s'il mesurait soigneusement jusqu'où il allait parler. « En réalité, je suis venu sur ordre de la couronne. Nous sommes à la recherche de quelque chose. » Alice sentit sa poitrine se serrer dans un sursaut qu'elle n'attendait pas, car la première chose qui lui traversa l'esprit fut Balthazar, sa mort, une enquête qui pourrait remonter jusqu'à sa fuite, mais elle écarta rapidement cette pensée, car la couronne n'enverrait pas un duc pour enquêter sur la veuve d'un marchand. Mathieu perçut qu'elle était devenue pensive et dit aussitôt avec une observation qui sonnait presque comme un compliment. « J'ai remarqué que malgré le peu de temps que vous vivez ici, les gens vous admirent beaucoup et vous tiennent en grande estime. » Alice tourna les yeux vers lui et répondit avec simplicité. « Le village m'a très bien accueilli dès le premier jour. » Alice resta silencieuse un moment, puis releva le menton et demanda « Monsieur de Beaumont, puisqu'il me semble que vous avez l'intention de rester un bon moment dans ma pension, j'aimerais que vous me disiez ce que vous êtes venu faire ici. Vous m'avez fait renvoyer tous mes clients. Je pense donc que c'est quelque chose d'assez secret. Rosalie et moi sommes très discrètes. » Mathieu la regarda en silence une seconde et répondit d'une voix tranquille. « J'ai bien payé, Madame Fournier, pour ne pas avoir de questions sur mon séjour ici. » Alice ne détourna pas le regard un seul instant et dit « Vous avez bien payé pour que je renvoie mes clients, et je veux que vous me disiez ce qui se passe. » Il y avait en elle une insistance calme, sans agressivité, mais absolument ferme. Et Mathieu perçut que cette femme n'allait pas reculer. Mathieu soupira profondément, posa les bras sur la table et dit avec un sérieux qui changea le ton de toute la conversation « J'ai besoin d'un secret absolu sur ce que je vais vous dire. La couronne pense qu'il existe une mine de diamants sous ce village. » Alice le regarda les yeux écarquillés et répondit presque malgré elle. « Des diamants? S'il y avait quelque chose comme ça ici, je pense que nous le saurions. » Mathieu secoua la tête lentement. « Nous avons reçu des dénonciations selon lesquelles des personnes sont forcées de travailler dans cet endroit dans des conditions inhumaines. Nous avons arrêté à Alençon des hommes avec une quantité considérable de diamants et nous savons qu'ils venaient d'ici. Quelqu'un cache cela très bien. » Rosalie intervint avec la franchise directe qui était la sienne. « Mais, monsieur, ne pensez-vous pas que s'il y avait ça dans le village, nous le saurions? Rien n'est jamais parvenu jusqu'à nous, et la pension devrait être toujours pleine de travailleurs, si c'était le cas. » Mathieu regarda Rosalie avec un respect sincère et répondit « Je sais, mademoiselle, et c'est exactement pour cela que c'est si grave. Celui qui est derrière tout ça se cache très bien, et réussit à trouver des travailleurs d'une manière que nous ne comprenons pas encore. » Alice posa la main ouverte sur sa bouche, les yeux révélant une horreur que les mots n'auraient pas besoin de décrire. « C'est très grave, » dit-elle à voix basse, « et vraiment rien de tout ça n'est jamais parvenu jusqu'à nous. Nous n'avons jamais entendu parler de quoi que ce soit de semblable. » Mathieu la regarda avec une attention qui allait au-delà de la conversation et dit avec sincérité « Et c'est exactement pour cela que j'ai grand besoin de votre aide, Madame Fournier, pour m'approcher des gens d'ici et découvrir ce qui se passe sous le nez de tout le monde, et d'une manière ou d'une autre, sauver ces travailleurs. » Rosalie leva le visage, avec cette lueur de celle qui vient de se souvenir de quelque chose d'important, et dit « Demain, il y a un déjeuner à la propriété des Allègres. Madame Aurore est très appréciée dans la région et reçoit des gens la première semaine de chaque mois. Et dimanche, il y aura le bal des orchidées de la famille Lefebvre. Lors de ces deux événements, monsieur pourra approcher les gens du village beaucoup plus naturellement. » Mathieu regarda Rosalie avec une attention sincère, puis tourna son regard vers Alice avec une question dans les yeux avant même de prononcer les mots. « Pourriez-vous m'accompagner, Madame Fournier ?» Alice resta silencieuse un moment et répondit « Je ne sors pas beaucoup, monsieur de Beaumont. » Mathieu dit d'une voix qui ne pressait pas mais qui pesait. « Les gens vous font confiance, et je sais que ce que je vous ai dit ce soir vous a inquiété. Sans votre aide, il sera beaucoup plus difficile de découvrir ce qui se passe. » Alice le regarda pendant une longue seconde, puis dit « Très bien, je vous accompagnerai. » Pendant le reste du dîner, Alice et Rosalie racontèrent à Mathieu et Pierre qui étaient qui au Moulinet, les familles les plus anciennes, les plus influentes, les plus réservées, celles qui étaient arrivées de l'extérieur comme Alice et celles qui n'en étaient jamais parties. Il était difficile, en écoutant chaque nom avec l'affection avec laquelle les deux femmes les prononçaient, d'imaginer que quelqu'un de ce village tranquille puisse être capable de quelque chose d'aussi inhumain que de cacher du travail forcé sous la terre même où il vivait. Mathieu écoutait attentivement,
La nuit tomba sur la pension avec cette quiétude caractéristique du moulinet, et la conversation perdit la tension du début pour gagner une légèreté presque naturelle entre les quatre. Mais quand les hommes montèrent et que Rosalie commença à faire la vaisselle en fredonnant doucement, Alice resta debout à la fenêtre de la cuisine, regardant l'obscurité du jardin, la main posée sur son ventre. Il y avait en elle une inquiétude que les paroles de Mathieu avaient allumée et qu'elle savait ne pas s'éteindre de sitôt. Sa vie était tranquille, construite avec tant d'efforts et de sacrifices. Et maintenant, cet homme était arrivé avec ses secrets et sa mission. Et elle sentait que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Elle devait penser à l'enfant qu'elle portait, le protéger de toute tempête qui pourrait survenir. Mais s'il y avait des gens en danger dans ce village qui l'avaient accueilli sans rien demander en retour, Alice Fournier ne pouvait pas fermer les yeux tant qu'elle avait la moindre possibilité d'aider. Elle s'éloigna de la fenêtre, respira profondément et se dit en silence que demain serait un jour différent. Mais qui était Mathieu de Beaumont et comment un homme comme lui avait-il atterri dans un petit village comme le Moulinet? Mathieu avait 36 ans. Il était admiré dans la ville d'Alençon et connu pour une intégrité peu commune chez les hommes de son rang. Il avait grandi aux côtés de ses deux jeunes frères, Michel et Alain, dans une maison qui avait perdu sa mère trop tôt et qui avait appris à s'équilibrer autour de la présence solide du père. Les trois furent élevés par un homme bon, du genre qui enseigne plus par l'exemple que par les mots. Et cela avait forgé en Mathieu un caractère que les gens reconnaissaient avant même de connaître son nom. Lorsque le père lui transmit le titre 6 ans plus tôt, les trois frères gérèrent déjà tout ensemble, avec une responsabilité qui remplissait le vieil homme de fierté chaque fois qu'il les voyait travailler. C'est pourquoi lorsque Mathieu s'absentait, il était tranquille, car il savait que Michel et Alain s'occuperaient de tout sans que rien ne s'effondre en son absence. 2 ans auparavant, Mathieu s'était marié, et le nom de cette femme pesait encore en lui, d'une manière qu'il ne parvenait pas à nommer sans sentir quelque chose se durcir dans sa poitrine. Lara était belle d'une manière qui captivait le regard de n'importe qui à l'instant même. Elle avait une énergie contagieuse, et un rire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce où elle entrait. Mathieu en tomba amoureux avec cette intensité que l'on ne connaît qu'une fois dans sa vie, et avait construit autour de cet amour une confiance absolue, du genre qui ne pose pas de questions parce qu'elle n'imagine pas avoir besoin d'en poser. Lara, cependant, ne parvenait pas à tomber enceinte, et cela la consumait de l'intérieur d'une manière qu'elle cachait derrière le sourire que tout le monde admirait. Mathieu resta à ses côtés avec patience et amour, parce que c'était ce qu'il ressentait et ce qu'elle méritait, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Puis Lara tomba enceinte, et la joie qui s'empara de la maison ce jour-là fut sincère et immense. Mathieu ressentit quelque chose qu'il ne savait pas qu'il attendait, une plénitude qui venait avec l'idée d'avoir un enfant, de voir une nouvelle vie grandir au sein de cet amour qu'il jugeait solide comme le roc. Mais l'accouchement arriva avec une cruauté à laquelle aucune joie antérieure ne l'avait préparé, et ni Lara ni l'enfant ne survécurent à cette nuit. Mathieu devint veuf avec une douleur qui n'avait ni forme ni taille, seulement un poids. Ce poids silencieux que l'on porte et que l'on ne trouve nulle part où le déposer. Il souffrit de la manière dont les hommes forts souffrent, à l'intérieur et sans témoin, laissant les jours passer un par un jusqu'à ce que la douleur se transforme en une cicatrice laide mais supportable. Un jour, il décida qu'il était temps de retirer les affaires de Lara de la chambre. Et c'est alors qu'il trouva les lettres, rangées au fond d'une petite boîte en bois qu'il n'avait jamais ouverte parce qu'il respectait ses affaires. C'étaient des lettres d'amour écrites avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de cette relation. Et à la fin de chacune, il y avait une signature qu'il ne reconnaissait pas, seulement une lettre B. Mathieu lut chacune d'elles en silence, assis sur le bord du lit qui avait été le leur, et il lut jusqu'à la dernière, où Lara écrivait clairement qu'elle était enceinte de cet homme et qu'ils prévoyaient de s'enfuir ensemble après la naissance du bébé. Son monde s'effondra là, non pas avec bruit, mais avec ce genre de silence qui est pire que n'importe quel cri, parce qu'il reste. Il avait cru en Lara, il avait cru en leur amour, en sa grossesse, en l'enfant qu'il pensait être le sien, et qu'il avait célébré avec une fierté qui faisait maintenant mal d'une manière qui n'avait pas de nom. Tout cela avait été construit sur quelque chose qui n'existait pas. Et cette découverte n'enterra pas seulement le deuil qu'il portait encore,
mais y ajouta une trahison à laquelle aucune douleur antérieure ne lui avait appris à faire face. Mathieu referma la petite boîte, sortit de la chambre et prit une décision silencieuse qu'il ne communiqua à personne. Il n'aimerait plus jamais. Non pas parce qu'il n'en était pas capable, mais parce que la blessure que Lara avait laissée en lui était trop profonde pour risquer que quelqu'un s'approche assez pour l'atteindre. Ses frères perçurent le changement en lui, mais respectèrent son silence, car l'amour entre eux était de ceux qui ne forcent pas la porte. La couronne avait fait confiance à Mathieu d'autrefois pour des enquêtes exigeant discrétion et intelligence, et il n'avait jamais déçu. Quand l'information sur le moulinet arriva, sur les hommes arrêtés à Alençon, avec des diamants venant de ces terres et qui montraient une peur si profonde de dénoncer leur patron, qu'ils préféraient rester en prison plutôt que de parler, Mathieu sentit cette inquiétude de celui qui reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand sous ce que les yeux peuvent voir. Il appela Pierre, son ami fidèle depuis des années, qui travaillait toujours à ses côtés, homme discret et de confiance absolue, et lui dit qu'il partait. Il fit ses adieux à son père et à ses frères, monta sur son cheval noir à la crinière blanche et prit la route jusqu'à ce que les montagnes du Moulinet apparaissent devant lui avec une beauté qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un endroit si éloigné de tout. Là, au Moulinet, il entendit parler de la pension d'Alice et c'est là qu'il se trouvait maintenant, avec un secret qui ne pouvait être révélé à beaucoup de gens. Le lendemain matin, Mathieu se leva tôt, avant même que le soleil n'ait fini d'éclaircir le ciel au-dessus des montagnes. Et le premier signe de vie qu'il trouva fut une odeur qui descendit le couloir et l'atteignit alors qu'il avait encore la main sur la poignée de la porte de sa chambre. Du pain chaud, de cette odeur que l'on ne peut ignorer. Il se dirigea vers la cuisine et trouva Alice dos à la porte, vêtue d'une robe verte en tissu simple, ajustée à la taille, sortant une fournée du four avec les mains protégées par un torchon plié. Elle se retourna en entendant ses pas et dit avec naturel « Bonjour, monsieur de Beaumont. Je sers le café tout de suite. » Mathieu sourit et dit en s'approchant du comptoir où les pains refroidissaient. « Ne vous inquiétez pas pour moi, madame Fournier. » Il regarda les pains et demanda avec une aisance qui semblait sincère. « Puis-je en prendre un? L'odeur est délicieuse. » Alice le regarda et répondit simplement « Bien sûr que vous pouvez. » Mathieu prit un pain, s'assit à la table de la cuisine avec le naturel de celui qui ne se souvient pas de son propre titre, et Alice lui servit une tasse de café fumant sans cérémonie. Il y avait quelque chose dans ce moment simple qui contrastait avec tout ce que Mathieu connaissait à Alençon. Sans protocole, sans distance, juste une femme enceinte servant le café tôt le matin alors que la journée commençait. Il regarda le ventre d'Alice et demanda avec une curiosité tranquille « Le bébé est pour quand ?» Alice posa la main sur son ventre avec ce geste qui était déjà automatique chez elle et répondit « Dans 2 mois ». Mathieu la regarda et dit « C'est pour bientôt ». Puis il y eut une pause naturelle et Alice demanda sans trop y penser « Monsieur a des enfants ?» Il regarda sa tasse une seconde avant de répondre « Je n'en ai pas. Ma femme est décédée en couche et le bébé aussi. » Alice posa les yeux sur lui avec une compassion directe et dit à voix basse « Je suis sincèrement désolé pour votre perte. » Mathieu resta silencieux un instant, puis dit d'une voix qui sortit différemment plus basse, chargée de quelque chose qu'il n'avait clairement pas prévu de dire. L'enfant n'était pas de moi. Il posa la tasse sur la table, se leva lentement et dit simplement « Je vais réveiller Pierre. » Et il sortit de la cuisine sans un mot de plus. Alice resta debout où elle était, regardant la porte par laquelle il avait disparu. Et ces mots restèrent en suspens dans l'air de la cuisine, comme s'ils étaient encore en train d'être prononcés. Elle avait vu la douleur dans ses yeux au moment où il les avait prononcés, une douleur ancienne et mal refermée, de ce genre que l'on croit avoir caché, mais qui apparaît juste quand on baisse la garde. Cela la toucha d'une manière qu'elle n'attendait pas. Rosalie entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, les cheveux encore en train d'être tressés, et demanda en voyant l'expression de son ami. « Tout va bien ?» Alice sortit de ses pensées et répondit « Oui, ça va. Préparons le petit déjeuner. Après, nous devons sortir. Aujourd'hui, c'est le déjeuner de Madame Aurore. » Quelque temps plus tard, Alice demanda à Pierre de l'aider avec la calèche. Ainsi, les 4 pourraient y aller ensemble. Pierre dit qu'il conduirait les chevaux sur le chemin. Pendant le trajet, ils convinrent que Mathieu utiliserait le nom de famille Gaspard
pour ne pas éveiller les soupçons et qu'il serait présenté comme un cousin éloigné d'Alice. La propriété d'Aurore Allègre apparut après un long virage immense et bien entretenu, avec des jardins fleuris et une large véranda d'où provenaient des voix et des rires de nombreuses personnes. Mathieu observa tout avec ses yeux attentifs qui ne laissaient rien passer, et Alice avait eu raison. Il était difficile de regarder ces gens et d'imaginer que l'un d'eux puisse cacher quelque chose d'aussi grave. Alice fut accueillie avec l'affection de quelqu'un qui est vraiment aimé, saluant chaque personne avec une familiarité construite en 8 mois de présence sincère dans le village, et elle présenta Mathieu à chacun avec naturel. C'est alors qu'Aurore apparut, venant de la véranda, une dame d'environ 65 ans, les cheveux gris relevés en un chignon élégant et vêtue d'une robe grise en tissu léger qui bougeait avec le vent de l'après-midi. Elle vint directement vers Alice, les bras ouverts, et l'étreignit avec cette tendresse de celle qui traite l'autre comme une fille choisie. « Ma chère, cela faisait longtemps que tu n'étais pas venue chez moi. » Alice sourit dans l'étreinte et dit « Rosalie m'a convaincue cette fois, Madame Aurore, et j'ai amené mon cousin pour vous le présenter. » Elle se tourna vers Mathieu et dit « Voici Mathieu Gaspard. » Mathieu tendit la main avec un sourire sincère et dit « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. » Aurore le regarda avec ses yeux vifs, de celle qui remarque encore tout, et répondit avec une chaleur qui semblait être sa marque de fabrique. « Quel plaisir de vous avoir ici. Amusons-nous bien aujourd'hui. » Alice perçut dès les premières minutes au déjeuner d'Aurore que Mathieu de Beaumont était le genre de personne qui s'intègre avec une aisance qui ne s'apprend pas. Elle est innée. Il conversait avec tout le monde avec cette facilité désarmante, écoutait avec une attention sincère, posait les bonnes questions au bon moment, et bientôt les gens autour de lui souriaient comme s'ils le connaissaient depuis des années. Les compliments ne tardèrent pas à pleuvoir sur Alice de toutes parts. « Oh là là, votre cousin est un charme », disait l'une. « Qu'il est intelligent », commentait une autre. Et certaines femmes, avec ce sourire qui n'avait pas besoin de mots, demandaient à voix basse s'il était célibataire, qu'il était très beau. Alice hochait la tête car c'était vrai. Sa beauté attirait l'attention sans qu'il semble le remarquer. Et il y avait en cela quelque chose d'encore plus déconcertant. Pierre n'était pas en reste. Et Alice remarqua avec un sourire discret que Rosalie était rarement loin de lui. Les deux dansaient sur la terrasse pavée, où la musique d'un violon et d'un accordéon emplissait l'air de l'après-midi. Et Rosalie riait à sa manière, franche et sans cérémonie, tandis que Pierre la guidait avec une attention qui était plus que de la courtoisie. Alice observait le mouvement autour d'elle avec cette tranquillité de celle qui est à l'aise en regardant simplement, quand elle sentit une présence à ses côtés et entendit la voix de Mathieu, basse et directe. « Vous avez raison, Alice. Il est très difficile de croire que quelqu'un d'ici soit responsable de quelque chose comme ça. » Alice le regarda et demanda avec naturel. « Aucune piste pour l'instant. » Mathieu secoua la tête, les yeux parcourant toujours la terrasse, avec cette attention qui ne s'éteignait jamais complètement. C'est alors qu'il vit Rosalie et Pierre, et dit avec un sourire qui arriva avant les mots, « On dirait que ces deux-là s'amusent bien. » Alice sourit. « On dirait qu'ils se sont bien trouvés. » Mathieu se tourna vers elle et lui tendit la main avec un calme qui ne laissait aucune place à l'hésitation. « Venez, dansez avec moi. » Alice le regarda, les yeux écarquillés, et montra son propre ventre avec une expression qui disait tout avant la voix. « Regardez la taille de mon ventre, impossible de danser avec vous. » Elle fit un geste subtil vers la terrasse bondée et ajouta « Il y a beaucoup de femmes ici qui seraient ravies de danser avec vous. » Mathieu la regarda un moment, avec ce sourire qu'Alice commençait à remarquer, qui désarmait quiconque croisait son chemin. Et elle se maîtrisa intérieurement parce qu'elle le savait, et ne voulait pas en faire une de plus. « Madame Fournier, » dit-il d'une voix qui n'insistait pas, mais ne cédait pas non plus, « je ne veux pas danser avec elle. Je veux danser avec vous, et je ne vois pas en quoi votre grossesse serait un empêchement. S'il vous plaît, dansez avec moi. » Alice le regarda une seconde, puis tendit la main. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait dansé. Elle ne parvenait pas à retrouver le souvenir ni la sensation, tant c'était lointain. Mathieu posa la main sur sa taille avec un soin qu'elle n'attendait pas, des mains grandes et fermes qui la soutenaient sans serrer, et ils commencèrent à bouger au rythme doux de la musique. Au premier pas, Alice lui marcha sur le pied et dit immédiatement « C'est bien ce que je vous disais. » Mathieu ne s'arrêta pas, il sourit simplement et répondit « Tranquille. » Et puis ils dansèrent.
et Alice se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'étrange et en même temps de familier là-dedans. Être près d'un homme après si longtemps, sentir la chaleur de quelqu'un à côté sans que cela soit accompagné d'aucun poids, d'aucune tension, d'aucune peur. Mathieu sentait bon, il avait des pas sûrs et la guidait avec une douceur qui rendait le mouvement naturel malgré tout. Puis il regarda son ventre et dit avec légèreté « Vous voyez, le bébé doit être content de danser. » Alice sourit, un sourire franc et vrai qui sortit sans qu'elle y pense, et Mathieu vit ce sourire illuminer son visage d'une manière qui le laissa silencieux une seconde, la regardant simplement. Il y avait dans cet instant quelque chose qu'aucun des deux ne nomma, mais que tous deux ressentirent, une connexion discrète qui n'avait pas demandé la permission d'exister et qui laissa dans l'air une légèreté différente de celle d'avant. Ils dansèrent une autre chanson, puis Alice dit avec ce sens pratique qui était le sien. « Il vaut mieux que j'arrête, sinon je ne pourrai plus marcher après. » Ils rirent tous les deux, et c'était un rire de ceux qui sont à l'aise, de ceux qui arrivent avant que la personne ne se rende compte qu'elle est à l'aise. Ils s'éloignèrent avec naturel, et Alice sentit que quelque chose avait changé cet après-midi-là, d'une manière qu'elle ne parvenait pas encore à décrire, seulement à sentir, profond et discret, comme tout ce qui est réel. Rosalie apparut à côté d'Alice peu après, les yeux brillants de cette curiosité qu'elle ne parvenait jamais à dissimuler, et dit à voix basse en s'adressant à Mathieu « Monsieur, un couple arrive maintenant. » Mathieu regarda vers la luxueuse calèche qui s'arrêtait à l'entrée de la propriété. Une femme bien habillée descendit la première, suivie d'un homme à la présence solide, et les deux marchaient avec cette familiarité de ceux qui connaissent chaque pierre de cet endroit. Mathieu demanda à Alice, les yeux toujours fixés sur eux, « Qui sont-ils » Alice répondit avec naturel, « Ce sont les Fernandez, propriétaires de nombreuses terres dans la région, mais ils aident vraiment le village. Je ne pense pas qu'ils exploitent des gens. » Mathieu la regarda avec cette attention qui analysait tout. « Vous me les présentez. » Et Alice le fit. Le couple était sympathique d'une manière qui semblait sincère. Ils accueillirent Mathieu avec cordialité et la conversation coula de source. Mathieu commenta avec le naturel de celui qui ne fait que discuter, qu'il pensait s'installer au Moulinet pour la tranquillité du lieu, qu'il avait de l'argent à investir et cherchait des opportunités. Auguste Fernandez sourit avec ce sourire d'homme qui aime les affaires et dit « Alors, vous parlez à la bonne personne. » Mathieu répondit avec un intérêt qui semblait réel, car il était assez habile pour que tout paraisse réel. Et Alice observait de loin cette scène, consciente qu'il était en train de travailler, construisant brique par brique une confiance qu'il devrait rendre assez solide pour soutenir tout ce qui allait suivre. Rosalie revint à côté d'Alice et dit sur ce ton de celle qui a trop observé et ne va pas le garder pour elle. « Je vous ai vu danser tous les deux. Vous formez un beau couple. » Alice se tourna vers son amie avec une expression entre l'étonnement et le rire et montra son propre ventre. « Rosalie est un beau couple. Je suis enceinte et propriétaire d'une pension. Il est riche, veuf, puissant, et pour que tu t'en souviennes, mon ami, il est duc. » Rosalie sourit sans la moindre gêne et répondit « Et alors, vous formez quand même un beau couple. » Alice secoua la tête avec un sourire qu'elle ne put retenir, puis retourna la situation. « J'ai vu que mademoiselle s'entendait très bien avec Pierre. » Rosalie rougit d'une manière qui la trahit complètement avant même qu'elle ne dise un mot. « Il est très drôle, » dit-elle finalement à voix basse. Alice sourit. « Vous aussi, vous formez un beau couple. Allons manger, Rosalie. » Les deux femmes entrèrent dans la maison et Aurore était au centre d'un cercle de personnes, comme toujours, car il y avait en elle cette chaleur qui attire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quand elle vit Alice, elle s'écarta du groupe avec une agilité surprenante pour son âge et dit « Alice, j'ai un cadeau pour toi. Viens avec moi. » Les deux femmes suivirent le long couloir de l'immense maison, et Alice pensa en marchant qu'elle ne comprenait pas comment les enfants d'Aurore pouvaient vivre si loin d'une femme pareille. Ils lui rendaient rarement visite, envoyaient rarement des nouvelles, et elle restait là, s'occupant de tout le monde avec une générosité que ses propres enfants ne méritaient pas. Aurore ouvrit la porte d'une chambre, et Alice vit un berceau en bois clair au centre, à côté de valises ouvertes avec des couvertures pliées, et de petits vêtements dans des tons doux, pliés avec un soin que seules des mains aimantes peuvent avoir. Aurore dit d'une voix sereine qui portait de l'affection dans chaque syllabe. « Rosalie m'a dit que tu n'as pas encore préparé le berceau. Mes enfants ont utilisé celui-ci
et il est encore en bon état. J'ai mis de côté des couvertures et quelques vêtements qui sont parfaits pour le bébé. Et chaque semaine, quand nous nous réunissons pour broder, les autres dames et moi avons fait plusieurs petits vêtements pour lui. » Alice resta debout sur le seuil une seconde, regardant tout cela, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine d'une manière à la fois bonne et douloureuse. De ce genre qui arrive quand la générosité de quelqu'un vous prend au dépourvu. « Madame Aurore, » dit-elle d'une voix qui ne sortit pas comme d'habitude, « je ne sais même pas comment vous remercier. » Aurore s'approcha d'elle et l'étreignit avec cette étreinte de femme qui a beaucoup vécu et sait que les mots justes n'existent pas toujours. « Je sais que tu ne m'as jamais raconté ton histoire, » dit Aurore à voix basse, « mais je sens que ce n'est pas une histoire facile, et tu sais que le village t'aime beaucoup. » À la fin de l'après-midi, alors que la calèche revenait sur le chemin entre les pins, avec le soleil qui teignait déjà les montagnes d'orange, Alice tenait sur ses genoux l'un des petits vêtements qu'Aurore avait brodé, un tissu blanc avec de petites fleurs sur les manches, et elle le regarda pendant une bonne partie du trajet en silence. Mathieu, assis de l'autre côté, avait reçu cet après-midi-là des invitations pour visiter au moins 5 propriétés différentes, ce qui signifiait 5 portes ouvertes pour ce qu'il avait besoin de découvrir. Pierre conduisait les chevaux avec sa fermeté habituelle, et Rosalie s'était légèrement endormie, appuyée contre le côté de la calèche, avec la fatigue satisfaite de celle qui a passé une bonne journée. Alice regarda par la fenêtre les montagnes qui s'assombrissaient lentement, et pensa que le moulinet lui avait donné beaucoup de choses qu'elle n'avait pas demandées, et dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin, et que maintenant, avec l'arrivée de Mathieu, quelque chose changeait à nouveau, silencieux et inévitable comme l'arrivée de la nuit. Le dimanche après-midi, les 4 partirent pour le bal des orchidées à la propriété des Lefebvre, et la réputation de Mathieu avait déjà fait le tour du village avec cette vitesse que seuls les petits endroits connaissent, surtout la partie où il avait mentionné vouloir investir dans des terres. Mathieu savait qu'Alice était fatiguée, que les 2 jours consécutifs d'événements avaient pesé sur ses pieds et son dos, et il avait pensé plus d'une fois qu'il n'était pas juste de continuer à l'emmener partout comme si elle faisait partie de sa mission. François Lefebvre les accueillit à l'entrée de la maison avec ce large sourire d'homme petit et satisfait de sa propre vie, à côté d'une épouse menue aux gestes aimables qui veillait à ce que chaque visiteur se sente attendu. La propriété était grande et bien éclairée, et le son d'un petit orchestre parvenait déjà du portail, mêlé au parfum des orchidées qui donnaient leur nom au bal et qui ornaient chaque recoin de ce jardin. François Lefebvre avait 5 filles et aucun fils, et 3 des filles étaient célibataires. Et cela devint absolument clair dans les 15 premières minutes où Mathieu entra dans cette maison. Les 3 s'approchèrent avec la subtilité que l'éducation permettait, et Mathieu, avec cette habileté sociale qui ne l'abandonnait jamais, même quand il travaillait, dansa avec chacune, sans laisser aucune se sentir mise de côté. Alice observait de loin avec un sourire qui n'était pas tout à fait de l'amusement, mais qui avait quelque chose de léger. Et quand Mathieu tenta de s'approcher d'elle pour danser comme il l'avait fait la veille, elle montra ses propres pieds avec une expression qui n'avait pas besoin de traduction. « Mes pieds me disent déjà au revoir, monsieur de Beaumont, » dit-elle, avec un calme sincère, et il accepta avec un sourire et retourna dans le salon où les filles de Lefebvre l'attendaient. Pierre, de son côté, partageait son temps entre la compagnie de Rosalie et les conversations avec les employés des propriétés, car c'était aussi sa fonction dans cette mission, s'approcher de ceux qui travaillaient la terre et écouter ce que les propriétaires ne disaient jamais à voix haute. La soirée se déroula avec cette légèreté d'un événement bien organisé dans un endroit magnifique, et Mathieu se fit plus d'amis qu'il ne l'avait espéré. Il reçut de nouvelles invitations pour visiter des propriétés, conversa avec des hommes influents et des femmes attentives, et construisit brique par brique cette confiance dont il avait besoin pour se rapprocher de ce qu'il cherchait. François Lefebvre était un homme très riche, une richesse qui semblait plus grande que ce que ses terres justifiaient, et Mathieu avait enregistré cela dans cette partie de son esprit qui ne se repose jamais. Ils rentrèrent à la pension à la fin de la soirée, avec la fatigue satisfaite de ceux qui ont bien travaillé. Alice n'alla pas se coucher, elle alla à la cuisine, parce que ses pieds lui brûlaient d'une manière qui, elle le savait, l'empêcherait de dormir sans y faire quelque chose. Elle remplit une bassine d'eau qu'elle chauffa sur le poêle, la posa par terre, descendit lentement son corps en s'appuyant sur le dossier de la chaise, s'assit
et remarqua alors le problème. Avec son ventre gros et rond, ses bras ne pouvaient tout simplement pas atteindre ses pieds. Elle essaya une fois, essaya sous un autre angle, essaya de se pencher sur le côté, puis se mit à rire toute seule dans cette cuisine silencieuse, car la situation avait l'ironie parfaite de ces choses qui arrivent quand on est seul et qu'il n'y a personne pour voir. Le rire était encore sur son visage quand une voix surgit à la porte de la cuisine, calme et légèrement amusée. « Avez-vous besoin d'aide » Alice leva les yeux et Mathieu était appuyé contre le cadre de la porte, les cheveux tombant sur son front de celui qui s'était déjà débarrassé de la mise en pli de la journée, la chemise au col ouvert, les yeux attentifs sur elle. Elle sourit sans pouvoir s'en empêcher et répondit « Je me lave les pieds ». Mathieu regarda la bassine, regarda le ventre, la regarda avec une expression qui ne jugeait pas mais qui évaluait et dit avec simplicité « Je vois qu'en réalité, vous n'y arrivez pas ». Il s'approcha d'elle et avant qu'Alice n'ait eu le temps de répondre, il s'accroupit lentement par terre devant elle et tendit les mains vers ses pieds. Alice le regarda les yeux écarquillés et dit avec fermeté « Que faites-vous, monsieur de Beaumont? Je peux le faire et il n'est pas convenable que vous me laviez les pieds. » Mathieu la regarda d'en bas avec cette sérénité qui ne cédait pas facilement et répondit « Je ne vais pas rester là, debout, à vous regarder vous démener pour atteindre quelque chose que je peux aider sans aucune difficulté. » Et sans plus de cérémonie, il prit ses pieds dans ses deux mains et commença à les laver avec un calme absolu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alice resta immobile une seconde, incrédule devant cette scène, puis tenta de retirer ses pieds de ses mains. « Monsieur de Beaumont, ne faites pas ça. » Mathieu leva brièvement le regard et dit avec un sérieux qui n'était pas de la brusquerie, mais qui était définitif. « Vos pieds sont enflés. Je vais les laver. » Alice le regarda, là, accroupie sur le sol de la cuisine, les cheveux tombant légèrement sur son front, les mains grandes et fermes tenant ses pieds avec un soin qu'elle n'avait l'habitude de recevoir de personne, et elle comprit qu'il ne servait à rien de protester. Il y avait dans son contact quelque chose qui n'était pas familier, mais pas inconfortable non plus, et cette combinaison la laissa sans savoir où poser les yeux. Jamais personne n'avait fait une chose pareille pour elle, ni dans les années avant Balthazar, et encore moins pendant, et la simple gentillesse de ce geste pesa en elle d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Elle devait dire quelque chose, combler ce silence avant qu'il ne devienne quelque chose de différent de ce qu'il devait être. Alice leva les yeux et demanda avec un naturel qui lui coûta un effort qu'il n'avait pas besoin de connaître. « Après avoir parlé à tant de gens ces 2 jours, y a-t-il un suspect ?» Mathieu continua ce qu'il faisait, les yeux sur ses pieds, et répondit d'une voix posée, de celle qui réfléchit en parlant. « Je me méfie sérieusement de Monsieur Lefebvre. Il a beaucoup d'argent, plus que ce que ses terres expliquent facilement. Je vais rendre visite à tous ceux qui m'ont invité dans les prochains jours, mais a priori, je me méfie de lui. » Il fit une pause et compléta sans lever les yeux. « Et vous n'avez plus besoin de m'accompagner. Je ne veux pas continuer à vous infliger ça. » Alice sourit en coin. « J'aimerais pouvoir aider davantage. » Mathieu la regarda alors, vraiment, et dit avec un sérieux qui portait en lui quelque chose qui n'était pas que de la courtoisie. « Madame Fournier, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Vous m'avez ouvert les portes et fait en sorte que les gens me fassent confiance. Nous trouverons le responsable. Je vous le garantis. » Alice soupira profondément et dit à voix basse « Je n'arrête pas de penser à ces gens qui travaillent dans cette supposée mine. Personne n'a jamais disparu ici au village. Aucun nouveau visage n'est arrivé. Rien. » Mathieu répondit d'une voix qui portait le poids de celui qui a déjà beaucoup réfléchi à cela. « Ils font venir des gens de loin, précisément pour ne pas éveiller les soupçons. Ce sont des gens que personne ici ne connaît et que personne ne cherchera. » Alice resta silencieuse face à cela, car il y avait dans cette information une cruauté silencieuse qui ne s'intégrait bien dans aucune pensée qu'elle tentait d'ordonner. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit et Rosalie entra d'un pas de celle qui descend chercher de l'eau. Elle s'arrêta net au milieu du chemin et resta à regarder la scène, les yeux allant d'Alice à Mathieu et de Mathieu aux pieds d'Alice, avec une expression qui mêlait étonnement et satisfaction à parts égales. Alice retira ses pieds des mains de Mathieu dans un mouvement rapide, qui fut plus un réflexe qu'une décision, et dit avec un aplomb qui sonna un peu trop précipité. « Merci pour votre aide, monsieur de Beaumont. » Mathieu se leva calmement,
comme si rien ne s'était passé qui nécessitait une explication. Il souhaita bonne nuit à Rosalie avec un sourire tranquille et sortit de la cuisine de son pas posé habituel. Rosalie resta debout où elle était, jusqu'à ce que le son de ses pas disparaisse dans le couloir. Puis elle se tourna vers Alice avec un sourire qui occupait tout son visage. Elle s'approcha lentement et dit à voix basse, imitant le ton qu'Alice avait utilisé la veille. « Nous ne formons pas un beau couple, je suis enceinte et il est duc. » Elle fit une pause dramatique et ajouta « Le duc était en train de te laver les pieds, Alice. Raconte-moi tout. » Alice rit malgré elle et répondit « Il est poli, Rosalie, aimable, rien de plus. Il a vu que j'avais du mal à atteindre mes pieds et il est venu m'aider, rien de plus que ça. » Rosalie sourit avec ce sourire de celle qui ne croit pas, mais respecte le droit de l'autre de dire ce qu'elle veut. Et elle s'approcha pour l'aider à se lever de la chaise avec précaution. Les deux femmes montèrent ensemble l'escalier de la pension dans le silence confortable habituel. Et Alice entra dans sa chambre, ferma la porte et resta debout un moment dans l'obscurité avant d'allumer la bougie. Elle le savait, et elle était assez honnête avec elle-même pour l'admettre, au moins dans ce silence. Que les gentillesses de Mathieu de Beaumont étaient du genre à exiger de la prudence, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle savait très bien comment la vraie gentillesse peut s'approcher de trop près sans prévenir. Il était d'un monde complètement différent du sien. Il était riche, puissant, il était là pour une mission et un jour il partirait. Et elle était une femme enceinte, propriétaire d'une pension, avec un passé qui ne tenait pas dans une conversation de dîner. C'était tout ce qu'il y avait entre eux et elle devait s'en souvenir. Dans les jours qui suivirent, Mathieu et Pierre quittèrent la pension tôt le matin et ne rentraient qu'à la tombée de la nuit. Ils parcouraient les propriétés où Mathieu avait été invité. Ils rencontraient de nouvelles familles, conversaient avec des hommes de la campagne et des affaires. Et Pierre faisait sa part avec les employés, écoutant ce qui se disait dans les coins où les propriétaires n'allaient pas. Mathieu avait été surpris par le nombre de portes que le moulinet lui avait ouvertes en si peu de temps. Et il savait que c'était en grande partie le reflet du nom d'Alice, de la confiance que les gens lui accordaient avant même de le connaître. Ce qu'il n'avait pas prévu, et qui arriva sans qu'il se rende compte exactement quand cela avait commencé, fut l'habitude de se réveiller tôt et de descendre à la cuisine pour prendre le café avec elle avant de partir, et à son retour, de lui raconter comment s'était passée chaque visite, chaque conversation, chaque détail qui valait la peine d'être retenu. Il faisait confiance à Alice d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer avec des mots précis, et cela l'intriguait car ce n'était pas quelque chose qui lui arrivait facilement. Il avait aimé Lara, mais il n'avait jamais parlé avec elle de ses enquêtes, de ses affaires, des choses qui le préoccupaient vraiment, car il y avait entre eux une distance que l'amour n'avait pas réussi à franchir et qu'il ne comprit que lorsqu'il était trop tard. Avec Alice, la conversation coulait différemment, sans effort, sans poids, comme si les mots trouvèrent leur chemin tout seuls. Elle écoutait avec une attention qui n'était pas passive, posait des questions qui allaient droit au but et lui renvoyait des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Un mois s'était écoulé depuis son arrivée à la pension, trop vite pour ce qui s'était passé en lui pendant ce temps. Et Mathieu remarquait qu'Alice marchait plus lentement, se couchait plus tôt maintenant, et son ventre avait grossi d'une manière qui rendait chacun de ses mouvements plus prudents et plus lents. Beaucoup de gens avaient essayé de louer des chambres à la pension pendant ce mois, et Alice répondait à tous qu'elle était encore en rénovation, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, car la petite chambre du bébé avait occupé une bonne partie du temps qu'elle consacrait auparavant aux clients. Aurore tint sa promesse et envoya le berceau avec les couvertures et les vêtements brodés. Et Alice arrangea tout avec ce soin méticuleux de celle qui prépare un endroit pour accueillir quelqu'un de très attendu. La petite chambre avait pris un nouvel aspect avec le berceau en bois clair au centre, les vêtements pliés avec précision dans le tiroir de l'armoire et une couverture en crochet gris et blanc accrochée sur le côté du lit qu'Aurore avait faite de ses propres mains lors des réunions de broderie. Alice entrait parfois dans cette chambre, juste pour rester debout à regarder, passant la main sur le berceau, avec une douceur qui disait tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire à voix haute. Mathieu et Pierre avaient commencé à observer François Lefebvre avec une attention de plus en plus systématique. L'homme recevait des visiteurs de l'extérieur avec une fréquence qui ne correspondait pas à la vie tranquille qu'il semblait mener. Des gens qui arrivaient sans prévenir et repartaient avant l'aube, et l'argent qui circulait autour de lui était trop important pour s'expliquer uniquement par les terres qu'il possédait. Un soir, Lefebvre invita Mathieu à dîner dans sa propriété,
et lui dit avec ce large sourire de celui qui garde un secret excitant qu'il avait quelque chose à lui proposer qui le surprendrait. Un investissement différent de tout ce que Mathieu avait vu au Moulinet. Mais il lui demanda d'attendre encore une dizaine de jours, que les choses devaient être en ordre avant de révéler le moindre détail. Mathieu rentra à la pension ce soir-là avec cette inquiétude de celui qui sent qu'il approche du but, mais ne peut pas encore voir ce qui l'attend. Le lendemain matin, en cherchant Alice et ne la trouvant pas dans la cuisine, Mathieu monta et la trouva dans la chambre du bébé. Il entra avec précaution et lui raconta la conversation avec Lefebvre, l'invitation mystérieuse et les 10 jours d'attente, et ajouta « Ça ne peut être que la mine. Peut-être qu'il veut que j'y investisse. » Mathieu continua « Mais plus je tarde à le découvrir, plus ces gens restent en danger. » Alice vit l'affliction dans ses yeux, cette préoccupation réelle, qui n'était pas celle d'un homme accomplissant une mission, mais de quelqu'un qui se souciait vraiment de ce qui arrivait à des gens qu'il n'avait jamais vus. « Tu es proche, Mathieu, » dit-elle avec fermeté. « Mais je n'arrive toujours pas à croire que ce soient les Lefebvre. Ils sont si bons avec le village. » Il la regarda. « Je sais, mais je ne peux pas l'écarter avant de voir ce qu'il a à m'offrir. » Mathieu resta silencieux un moment, puis s'approcha lentement du berceau. Il passa les doigts sur le bord en bois avec une douceur qui semblait involontaire et dit sans la regarder. « J'ai cru que je serais père, tu sais. » Alice le regarda en silence puis dit « L'autre jour, tu m'as dit que ta femme était tombée enceinte, mais que l'enfant n'était pas de toi. » Il se tourna et la regarda avec ses yeux qui portèrent des choses que la voix atteignait rarement. « Je te fais confiance, Alice, d'une manière que je ne parviens pas à expliquer, » dit-il à voix basse. Et alors, il raconta tout sur Lara, sur l'amour qu'il avait ressenti pour elle, sur la grossesse qui l'avait rempli de joie, sur la nuit de l'accouchement qui avait emporté les 2 vies d'un coup, et sur les lettres qu'il avait trouvées ensuite, rangées dans cette petite boîte en bois. Quand il eut fini, il y eut un silence dans la petite chambre qui n'était pas vide. C'était le genre de silence qui reste après que des mots lourds se sont posés dans un endroit et ont besoin d'un moment avant que quelqu'un ne bouge. Mathieu soupira profondément et dit « Ça a été très difficile de surmonter tout ça, mais c'est du passé. » Il fit une pause et ajouta d'une voix qui portait en elle quelque chose qui ressemblait à la nostalgie de quelque chose qu'il n'avait jamais eu. « Mais j'ai toujours voulu être père. » Alice le regarda avec une tendresse directe, sans exagération, et dit « Tu peux encore l'être, monsieur de Beaumont. » Il la regarda avec un sourire qui mit du temps à venir, mais qui vint, et dit « Alice, appelle-moi Mathieu. » Elle sourit et répéta sans cérémonie « Tu peux encore être père, Mathieu. » Et il y avait dans ce petit détail, le prénom sans le titre, quelque chose qui changea légèrement l'air entre eux, comme quand on ouvre une fenêtre et que la température de toute la pièce change d'un coup. Alors il demanda avec une curiosité qui ne pressait pas. « Et qu'est-il arrivé au père de ton bébé ?» Alice répondit d'une voix tranquille, de celle qui a répété cette réponse plus d'une fois. « Il est décédé, et avec l'argent qu'il m'a laissé, j'ai déménagé au Moulinet et j'ai ouvert la pension. » Mathieu écouta et sut que l'histoire n'était pas complète, et il décida de respecter son silence de la même manière qu'elle avait respecté le sien. « Tu es impatiente ?» demanda-t-il en regardant son ventre. Alice sourit avec ce sourire qui illuminait tout son visage et répondit « Je le suis. J'ai hâte de voir sa petite bouille. » À cet instant, elle ouvrit légèrement la bouche et posa la main sur son ventre, avec une expression qui mêlait surprise et tendresse. « Il est très agité aujourd'hui. » Mathieu fit un pas de plus et demanda d'une voix qui sortit plus douce que d'habitude. « Je peux sentir ?» Alice le regarda et répondit simplement « Tu peux ». Elle prit sa main et la posa sur son ventre avec un soin naturel. Et Mathieu resta immobile une seconde, jusqu'à ce que le mouvement arrive, ferme et réel sous la paume de sa main, et un sourire franc et involontaire prit son visage. « Je l'ai senti, il est vraiment agité. » Alice riait doucement, et alors Mathieu enveloppa les mains d'elle entre les siennes sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait prévu, et ils restèrent ainsi un moment, les mains d'elle entre les siennes, la chambre silencieuse autour, la lumière du matin entrant par la petite fenêtre. Il la regarda avec un sérieux qui n'était pas pesant, mais bien réel, et dit d'une voix qui venait d'un endroit honnête en lui. « J'ai été très heureux de te connaître, Alice. Tu es différente de toutes les femmes que j'ai connues. » Alice sentit la chaleur de ces mots l'atteindre avant de pouvoir se préparer,
et répondit avec une légèreté qui fut le seul bouclier qu'elle trouva disponible. « Différente parce que je suis enceinte. » Mathieu sourit. « Ce n'est pas ça. Tu sais que ce n'est pas ça, Alice. » Il lâcha ses mains lentement et fit un demi-pas en arrière car ces moments la troublaient d'une manière qu'elle préférait ne pas laisser grandir. Elle arrangea ses cheveux dans un geste qui n'était pas nécessaire et dit avec un naturel qui coûta plus qu'il n'y paraissait. « Madame Aurore vient déjeuner avec nous aujourd'hui. Mathieu, elle t'aime beaucoup. Je vais descendre aider Rosalie. » Mathieu sourit avec une légèreté qui ne forçait rien. « Moi aussi je l'aime beaucoup. » Alice hocha la tête et dit en se dirigeant vers la porte « Je vais préparer les choses. » Et elle sortit de la chambre de ce pas prudent de 8 mois de grossesse sans regarder en arrière. Mathieu resta debout où il était, les yeux parcourant le berceau, les vêtements pliés, la couverture en crochet, puis ses mains qui gardaient encore la chaleur des mains d'elle. Il aimait Alice, et il était assez honnête pour l'admettre à lui-même, que ce n'était pas seulement de l'amitié ni seulement de l'affection, il y avait quelque chose qui cédait en lui, qu'il avait décidé de ne plus laisser céder. Et c'était un problème qu'il ne savait pas encore comment résoudre. Aurore arriva pour le déjeuner comme elle arrivait toujours, chargée de cadeaux et d'affection, sans que personne n'ait besoin de demander et sans qu'elle ait besoin d'autre raison que son propre cœur. Cette fois, elle apporta de nouveaux rideaux. Le déjeuner fut léger et rempli de conversations, avec Aurore au centre comme toujours, racontant des histoires de sa jeunesse avec ce talent de celle qui a beaucoup vécu et appris à narrer avec grâce. Elle parla de fêtes auxquelles elle avait assisté des décennies auparavant. Mathieu écoutait avec une attention sincère, répondait au bon moment, et Aurore l'observait avec ses yeux vifs qui ne perdaient rien. Elle demanda si Mathieu avait déjà trouvé les terres qu'il cherchait, s'il avait vraiment l'intention de s'établir au Moulinet, ou si ce n'était qu'une idée passagère. Et Mathieu répondait avec cet équilibre entre ouverture et prudence de celui qui sait jusqu'où il peut parler. « Je cherche encore, Madame Aurore, » dit-il avec un sourire tranquille. « Le Moulinet est un endroit qui exige que l'on regarde avec calme avant de décider. » Aurore sourit, satisfaite, et dit « Nous espérons que vous resterez ici. » C'est alors que Rosalie se leva pour servir plus de pain et se tourna vers Mathieu avec le plat tendu, disant avec naturel « Vous acceptez du pain, monsieur de Beaumont. » Elle s'arrêta au milieu de la phrase et se corrigea rapidement. « Je veux dire, monsieur Gaspard. » Un silence coupa l'air une seconde, et les deux regardèrent Aurore qui était absorbée par sa conversation avec Alice et gesticulait avec les mains, apparemment sans avoir rien entendu. Le déjeuner se termina, puis Mathieu et Pierre prirent congé des 3 femmes, sortant par la porte de la pension en direction des visites de l'après-midi. Alice, Rosalie et Aurore s'installèrent dans le salon avec leur tasse de thé et le silence confortable de celles qui n'ont pas besoin de combler l'air de mots. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres sous un angle doré et Aurore tenait sa tasse à 2 mains, les yeux parcourant le salon avec cette expression de celle qui pense plus qu'elle n'en a l'air. Après un moment qui fut plus long que le silence habituel, elle posa la tasse sur la soucoupe avec un léger clic, regarda Alice puis Rosalie et dit d'une voix tranquille de celle qui ne demande pas, mais affirme « Je veux que vous m'expliquiez ce que le duc d'Alençon fait loger dans votre pension, Alice, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. » Alice et Rosalie se regardèrent en une fraction de seconde qui dit tout ce qui devait être dit entre elles. Et Rosalie fut la première à parler avec une urgence discrète dans la voix. « Madame Aurore, s'il vous plaît, personne ne doit le savoir. » Aurore ne bougea pas. Elle garda les yeux sur Alice avec cette patience de celle qui a le temps et n'est pas pressée. Et Alice soupira profondément avant de répondre. « Il est ici pour le travail, Madame Aurore. Il enquête sur des terres pour la couronne. » Aurore la regarda un moment, puis dit avec une délicatesse qui ne cachait pas la fermeté sous-jacente. « Alice, ma fille, un duc ne fait pas ça. Je connais la réputation des Beaumont. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai été à Alençon il y a quelques années et je sais qu'il ne se déplace en personne que lorsque la dénonciation est gravissime, car la couronne ne confie cette fonction à personne d'autre. » Alice resta silencieuse un instant, puis dit avec un regard direct « Madame Aurore, je ne peux pas dire ce que c'est, mais j'ai besoin que vous gardiez son identité secrète. C'est très important. » Aurore garda le silence un moment qui parut plus long qu'il ne l'était, puis posa les yeux sur Alice avec ce mélange d'affection et d'inquiétude qui était sa marque. « Ma fille, tu es enceinte, »
dit-elle d'une voix qui portait en elle quelque chose de maternel qui ne peut s'empêcher de l'être. Quoi que cet homme soit venu faire ici, tu devrais être loin de tout problème que son arrivée pourrait causer. Je m'inquiète pour toi. Alice sourit avec une tendresse réelle et répondit « Je sais, Madame Aurore, mais soyez tranquille. Il est expérimenté, il sait ce qu'il fait, et je vais bien. » Aurore soupira avec cette résignation de celle qui sait qu'elle ne parviendra pas à convaincre, mais ne peut s'empêcher d'essayer. Puis elle se tourna vers Rosalie avec des yeux sérieux. « Prends soin d'elle, Rosalie. » Rosalie sourit et répondit sans hésiter. « J'en prends soin, Madame Aurore, vous pouvez en être sûre. » Les deux hommes rentrèrent tard ce soir-là, et Alice les attendait dans le salon avec l'expression de celle qui a quelque chose d'important à dire et ne veut pas le remettre au lendemain. Elle attendit que Pierre monte, puis dit à Mathieu avec un calme direct « Nous devons parler. » Elle lui raconta tout sur Aurore, sur le lapsus de Rosalie avec le nom de famille, sur la perspicacité de la dame qui avait entendu plus qu'elle n'avait semblé l'entendre, et sur la conversation qui avait suivi. Mathieu écouta tout sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il répondit avec une tranquillité qui n'était pas de la négligence, mais de l'assurance. « Reste tranquille, Pierre et moi avons déjà écarté Madame Aurore il y a quelque temps. Elle n'a pas de biens considérables, et ses terres n'ont ni la taille ni la structure pour abriter une mine. Et comme je l'ai déjà dit, j'apprécie beaucoup Madame Aurore. » Alice sourit légèrement et dit « Je ne savais même pas que tu l'avais soupçonnée. » Mathieu la regarda avec un sérieux qui portait en lui une nuance d'honnêteté qu'elle n'attendait pas. « Nous nous méfions de tout le monde ici, Alice, même de toi au début. » Alice leva les yeux vers lui avec une expression entre la surprise et le rire et dit « Sérieusement ?» Mathieu la regarda avec ce calme direct qui était si sien et parla d'une voix qui avait du poids, mais un poids prudent. « Chaque semaine, nous échangeons une correspondance avec la couronne. Je connais ton histoire, Alice, mais nous n'avons pas besoin d'en parler, d'accord ?» Elle le regarda pendant un long moment, et dans ce regard, il y avait un soulagement mêlé à quelque chose qui faisait mal, d'une manière ancienne. Tout ce qu'elle avait gardé si précieusement, le nom de Balthazar, les années à Lyon, la fuite, il le savait, et elle n'avait pas choisi cela. Mais il y avait aussi dans ces mots « Nous n'avons pas besoin d'en parler », une générosité qu'elle n'avait pas attendue. « Je ne veux vraiment pas en parler », dit-elle enfin d'une voix qui sortit plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Mathieu vit ses yeux briller à cet instant, cette lueur humide qui apparaît quand on a tenu quelque chose de lourd pendant trop longtemps. Il fit un pas vers elle avant de parler d'une voix qui avait laissé de côté toute formalité. « Maintenant, tu vas bien, Alice. Tu es heureuse. Tu vas avoir ton enfant, et c'est la seule chose qui compte. » Elle le regarda et dit avec une honnêteté qui sortit avant qu'elle ne puisse la retenir. « Parfois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour mon fils, de ne pas savoir bien faire. » Mathieu l'observa un moment et répondit avec une fermeté douce. « Tu es une guerrière, Alice, une femme incroyable, et tu seras une excellente mère. Je suis devenu un grand admirateur de toute ta force. » Alice sourit et dit « Merci, Mathieu. » Il prit ses mains entre les siennes dans un geste qui n'était pas calculé, qui arriva simplement. Alice sentit la chaleur de ses mains envelopper les siennes et tenta de les retirer doucement, prononçant son nom comme un avertissement « Mathieu ». Mais il ne la lâcha pas. Il la regarda avec ses yeux verts qui, sous la lumière tamisée du salon, avaient une profondeur dont elle ne parvenait pas à se détacher, puis, de son autre main, il toucha son visage avec une délicatesse si grande qu'il semblait craindre de la briser. Alice ferma les yeux un instant, juste un instant, car le geste était trop doux pour ne pas le sentir. Et quand elle les rouvrit, elle dit à voix basse, presque sans souffle, « Mathieu, je suis enceinte. Tu es un duc. Nous sommes de mondes complètement différents. » Il sourit avec cette douceur qu'elle avait appris à reconnaître comme son expression la plus honnête et dit simplement « Tu me plais, Alice. » Puis il se pencha lentement, sans se presser, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait, et Alice ne s'écarta pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une délicatesse qui n'était pas de la timidité mais du respect, un baiser doux et plein qui ne demandait pas plus qu'il ne donnait, et qui portait en lui tout ce qu'ils avaient construit au cours de ces 30 jours de petits déjeuners et de conversations nocturnes. Alice sentit quelque chose se dénouer en elle, lentement comme lorsqu'un nœud qui a été serré pendant très longtemps
finit par céder, et pendant un moment, le monde autour, le moulinet, les montagnes, la mission, le passé, le futur, resta silencieux. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Alice étaient humides d'une manière qui n'était pas de la tristesse. Et dans ceux de Mathieu, il y avait une clarté nouvelle, de ce genre qui apparaît quand on cesse de lutter contre quelque chose qui était vrai depuis le début. Mathieu leva les deux mains et tint son visage avec une délicatesse qui semblait craindre que le moment ne se brise s'il le touchait avec trop de force, les pouces reposant chaleureusement sur ses joues, les yeux verts fixés sur elle avec une intensité qui n'avait pas besoin de mots, mais qu'il décida tout de même d'utiliser. « Je sais que nous sommes tous les deux dans des moments très difficiles et que ce n'est peut-être pas le bon moment, » dit-il d'une voix basse et entière qui semblait venir d'un endroit profond en lui. « Tu es sur le point de mettre une vie au monde et je dois découvrir où se trouve la mine, savoir qui est le responsable et sauver ces gens. Mais je pense qu'après tout ça, nous pourrons nous asseoir calmement et parler. » Ses pouces se déplacèrent doucement sur son visage avant de compléter. « Parce que tu me plais vraiment beaucoup, Alice, et je crois que tu ressens la même chose pour moi. » Elle le regarda avec ses yeux noisettes qui ne savaient pas mentir, puis Mathieu l'attira contre sa poitrine avec un soin immense, un bras entourant son dos, l'autre la tenant près de lui, le menton posé sur sa tête, comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. Et ils restèrent là, en silence, avec la nuit tranquille du moulinet autour d'eux, et quelque chose entre eux qui ne pouvait plus être ignoré. Alice savait que le jour de la naissance approchait, de la manière dont le corps prévient quand il n'y a plus moyen de l'ignorer. Une pression différente, une fatigue plus profonde, un poids qui n'était plus seulement celui de l'enfant, mais l'imminence de tout ce qui allait changer. Et au milieu de tout cela, il y avait Mathieu, et ce qui grandissait entre eux était encore difficile à nommer, difficile à ranger sur une étagère qu'elle connaissait. Dans les jours qui suivirent le premier baiser, il y en eut d'autres, volés dans la cuisine tôt le matin, échangés dans le couloir quand Rosalie était occupée, bref, c'est chargé de ce genre de sentiment qui n'a pas besoin de temps pour être réel. Alice se permettait parfois d'imaginer, juste d'imaginer, que tout irait bien, qu'il resterait là au moulinet, qu'il aiderait à élever son fils comme si c'était le sien, que cette simple pension entre les montagnes pourrait être le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais osé vouloir. Mais elle savait que c'était de la folie, et la partie d'elle qui avait appris à survivre revenait toujours pour lui rappeler que Mathieu de Beaumont était duc. Il était d'Alençon. Il était d'un monde qui n'avait rien à voir avec le sien. Le jour du dîner à la propriété des Lefebvre arriva avec cette tension silencieuse que Mathieu portait en lui quand il était proche de quelque chose d'important. Et Alice le sentit avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. Il descendit à la cuisine pour lui dire au revoir, et il y avait en lui un sérieux différent des autres soirs, plus concentré, plus lourd, comme un homme qui sait que ce qui va se passer peut tout changer. Il avait envoyé une lettre au commandant de la garde quelques jours auparavant, demandant qu'il vienne préparer, car la certitude que Lefebvre était derrière tout ça avait trop grandi pour être ignorée. Il s'approcha d'Alice, posa les mains sur son visage avec sa délicatesse habituelle, et l'embrassa avec un calme qui portait en lui quelque chose d'un adieu, et dit en la regardant droit dans les yeux noisettes, « Ce soir, quand je reviendrai, nous devrons avoir cette conversation. » Le cœur d'Alice se serra d'une manière qu'elle connaissait, mais qu'elle n'avait pas encore appris à contrôler, et elle hocha la tête en silence, avant de dire d'une voix qui sortit plus ferme qu'elle ne le sentait. « Mathieu, sois prudent. » Il sourit et sortit avec Pierre par la porte de la pension. François Lefebvre les attendait à la porte avec ce large sourire que Mathieu avait appris à observer avec d'autres yeux. « Monsieur Gaspard, quelle bonne chose que vous soyez arrivé. Nous vous attendions pour commencer. » dit Lefebvre avec une cordialité qui sonnait exactement comme elle devait sonner, naturelle, chaleureuse, sans aucune fissure visible. Ils entrèrent, et la table du dîner était dressée avec une abondance qui semblait calculée, comme tout semblait toujours l'être ici quand Mathieu prenait le temps de regarder attentivement. La femme de Lefebvre entra peu après et s'assit avec eux. La conversation porta sur le village et les terres, et Mathieu attendit avec cette patience entraînée de celui qui sait que le bon moment existe et que le forcé coûte cher. Puis il regarda Lefebvre et dit « Monsieur Lefebvre, allez-vous enfin me révéler où je peux investir mon argent ?» Et avant que Lefebvre n'ouvre la bouche, une voix vint de derrière, froide et tranquille, comme celle de quelqu'un qui est complètement en contrôle. «
N'êtes-vous pas déjà assez riche, duc de Beaumont ?» Mathieu prit une profonde inspiration en un instant et se retourna lentement, et ce qu'il vit tomba sur lui avec le poids de tout ce qu'il n'avait pas vu, alors que c'était juste sous ses yeux. Madame Aurore se tenait à l'entrée du salon, sereine comme toujours, la robe grise impeccable, les cheveux grisonnants dans son chignon habituel, mais autour d'elle, 5 hommes à l'expression fermée formaient un demi-cercle qui ne laissait aucun doute sur ce que c'était. Mathieu se leva de sa chaise lentement et dit d'une voix qui contrôlait chaque syllabe, « Madame Aurore, que faites-vous ici ?» Aurore sourit avec ce sourire qui avait trompé tout un village pendant des années et répondit, « Permettez-moi de faire les présentations. Ces hommes sont mes fils et François est mon frère. » Et alors tout s'emboîta dans la tête de Mathieu avec cette cruauté des révélations qui arrivent trop tard. Aurore n'avait pas de bien parce que tout était au nom de François Lefebvre. Elle se plaignait que ses fils lui rendaient rarement visite, mais ils étaient là tout le temps, déguisés en employés sur les propriétés, circulant dans le village sans que personne ne se doute de rien. « Vous devez être surpris, n'est-ce pas, duc ?» dit Aurore, avec un calme plus menaçant que n'importe quel cri. Mathieu la regarda avec cette sérénité qui coûtait cher à maintenir, et répondit « J'avoue que je le suis. Je me méfiais de monsieur Lefebvre, mais pas de vous. Vous avez très bien joué. » Aurore inclina légèrement la tête comme pour accepter un compliment avec naturel et dit « Maintenant, nous allons négocier, monsieur de Beaumont. C'est simple. Je veux que vous préveniez la couronne que c'était une fausse alerte, qu'il n'y a pas de mine au Moulinet, et que vous partiez d'ici sans vous retourner. » Mathieu la regarda avec une fermeté qui ne vacilla pas. « Jamais je ne ferai ça. Vous ne pouvez pas continuer à maintenir ces gens enfermés dans une mine. C'est inhumain, madame Aurore, et vous le savez. » Aurore le regarda un moment, puis dit d'une voix qui avait perdu toute trace de douceur. « En ce moment, Alice est emmenée dans un endroit que je ne vous dirai pas, et je crois que vous lui portez une certaine affection. Quelque chose se durcit à l'intérieur d'un homme, quand le nom de quelqu'un qui compte est utilisé comme une menace. » Et Mathieu sentit cela se produire en lui en un instant, les poings se serrant avant qu'il ne s'en rende compte, le corps se déplaçant vers Aurore avant que la pensée n'arrive. 2 de ses fils le saisirent par les bras avec une force qui ne laissait aucun doute sur qui commandait à ce moment-là, et Mathieu cria d'une voix qui n'avait plus rien de calculé. « Qu'as-tu fait à Alice? Ne touche pas à Alice !» Aurore resta où elle était, sans bouger, sans changer d'expression, et répondit avec cette froideur plus terrifiante que la rage. « Rédigez la lettre, monsieur Mathieu. Prévenez la couronne que vous vous êtes trompé. Quittez le village et je libérerai Alice. Elle ira bien. » Mathieu respira profondément, essayant de récupérer ce que la peur lui avait arraché, car il devait réfléchir, il devait être stratégique, et son cœur battant la chamade n'aidait pas. « Quelle garantie ai-je qu'Alice ira bien ?» dit-il de la voix la plus contrôlée qu'il put trouver. Aurore répondit sans hésiter. « J'aime bien Alice. Je prendrai bien soin d'elle tant que vous resterez loin d'ici. » Mathieu resta silencieux un moment qui parut plus long qu'il ne l'était, puis dit avec une résignation qui n'était pas une vraie résignation, mais qui devait en avoir l'air. « Très bien, je vais rédiger les lettres. » Il s'assit à table, demanda du papier et une plume, et commença à écrire de cette main ferme d'homme qui est en contrôle même quand personne autour de lui ne le croit. Il écrivit la lettre pour la couronne, disant que les soupçons s'étaient avérés infondés, qu'il n'y avait pas de mine au Moulinet, que le village était paisible, et qu'il rentrait. Et puis, il écrivit la lettre pour Alice, un adieu. Des mots qui disaient qu'il s'était trompé dans ses soupçons, qu'il devait partir, qu'elle se porte bien. Mais Mathieu avait un plan. Aurore lut les 2 lettres attentivement, les yeux parcourant chaque ligne avec la méfiance de celle qui n'est pas arrivée là où elle est en étant négligente. Puis elle les plia, les rangea et regarda Mathieu avec une décision finale. « J'ai préparé 2 chevaux. Je veux que vous partiez immédiatement et souvenez-vous, si vous réapparaissez par ici, vous pouvez dire adieu à Alice. » Mathieu et Pierre sortirent par la porte de la propriété dans la nuit noire du Moulinet, montèrent sur leurs chevaux en silence et partiraient sur le chemin de terre sans rien dire, car ils savaient que les yeux d'Aurore les suivaient depuis une fenêtre sombre. Ils chevauchèrent pendant un temps qui semblait interminable, la forêt de chaque côté du chemin et l'obscurité partout, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite du village. Et Pierre dit à voix basse, sans regarder en arrière, « Mathieu, ils ne nous suivent plus. » Mathieu arrêta son cheval,
et respira profondément, la poitrine s'ouvrant comme s'il avait retenu son souffle trop longtemps. Pierre le connaissait assez pour savoir que le silence qui suivit n'était pas vide. Et alors il demanda de sa voix directe habituelle « Quel est le plan ?» Mathieu regarda l'obscurité de la forêt à côté du chemin et dit avec une clarté qui n'était plus présente depuis qu'Aurore était apparue dans ce salon. « Les hommes du commandant arrivent au village demain matin, mais je crois savoir où elle a caché Alice. Je connais cette propriété, Pierre. J'y suis allé plus d'une fois et il y a un endroit qu'Aurore n'a jamais mentionné, mais que je n'ai jamais cessé de remarquer. » Il se tourna vers son ami et dit « Va jusqu'au commandant. Dis-lui de retarder son arrivée d'1 heure et raconte-lui tout, chaque détail. J'ai besoin qu'il arrive quand je serai déjà parti avec Alice. » Pierre le regarda avec cette expression de celui qui veut protester, mais qui en sait assez pour ne pas le faire. Et il demanda simplement « Tu es sûr de savoir où elle est et qu'il y aura assez de temps ?» Mathieu avait déjà tourné son cheval vers la forêt quand il répondit « Je vais la chercher, ça va bien se passer. » Et alors Pierre continua sur le chemin en direction du commandant, et Mathieu disparut entre les pins, le cœur battant la chamade. La forêt était sombre et dense autour de lui, les branches des pins se croisant au-dessus de sa tête, et la lune apparaissant et disparaissant entre les cimes avec une lumière qui atteignait à peine le sol. Mathieu guidait son cheval avec précision, sans hésiter aux bifurcations, car il y avait quelque chose qu'Aurore n'avait pas calculé en choisissant le moulinet comme cachette, que l'homme qu'elle essayait d'expulser avait parcouru chaque recoin de ces terres avec l'attention de celui qui sait que les détails sauvent des vies. Et cette nuit, il avait besoin que ce soit vrai. Le ciel avait encore cette couleur bleu foncé qui précède l'aube quand Mathieu arriva aux abords de la propriété d'Aurore, guidant son cheval entre les pins avec une prudence qui ne laissait aucun bruit derrière lui. Il connaissait ce terrain mieux qu'Aurore ne l'imaginait. Car dans les premiers jours au moulinet, avant que toute invitation ne soit acceptée et avant que toute confiance ne soit construite, lui et Pierre avaient parcouru chaque parcelle de ces terres en silence, étudiant ce que les yeux d'un village tranquille ne pensaient pas à cacher. C'est ainsi qu'ils avaient trouvé la petite chapelle abandonnée, dévorée par une végétation dense, cachée du chemin principal par un mur de buissons et d'arbres qui la rendait invisible pour quiconque ne savait pas qu'elle était là. Mathieu attacha son cheval à une distance sûre, descendit et parcourut à pied les 100 mètres de terre humide qui le séparaient de l'endroit où il savait qu'Alice se trouvait. Il s'arrêta un instant entre les arbres et étudia la scène avec cette attention entraînée qui ne se précipite ni n'hésite. La chapelle était petite, en pierre grise couverte de mousse, et devant elle, un homme assis sur une pierre basse surveillait la porte avec la posture détendue de celui qui n'attend aucune surprise dans cette aube silencieuse. Il y avait un cheval attaché à côté et aucune autre présence visible aux alentours. Mathieu calcula la distance, calcula l'homme, puis se déplaça avec une rapidité et un silence qui ne laissaient aucun temps de réaction. L'homme avait à peine réalisé qu'il n'était plus seul, qu'il était déjà maîtrisé et immobilisé au sol. Mathieu le laissa par terre, se tourna vers la porte de la chapelle et cria « Alice !» De l'intérieur de la chapelle parvint une voix qu'il reconnut avant même qu'elle n'ait fini de prononcer son nom. Mathieu. Et il y avait dans ce seul prénom tant de choses, soulagement, peur, joie, qu'il poussa la porte sans plus attendre. Alice se tenait au centre du petit espace mal éclairé, les yeux ouverts et brillants d'une émotion qui ne tenait pas entièrement sur son visage. Mathieu la regarda une seconde entière, confirmant de ses propres yeux qu'elle allait bien, qu'elle était entière. Il courut l'embrasser puis dit avec une urgence qui n'admettait aucun retard « Nous devons partir d'ici, maintenant. » Alice hocha la tête puis demanda d'une voix qui tremblait encore légèrement « Qui est derrière tout ça, Mathieu ?» Il soupira profondément et répondit en l'aidant à se diriger vers la porte. « Madame Aurore, c'est elle la responsable de tout. C'est la sœur de François Lefebvre, et ses fils ont toujours été par ici, déguisés en employés sur ces terres. Ils faisaient venir les gens d'autres villes. » Alice s'arrêta et le regarda avec une expression d'incrédulité absolue. « Madame Aurore. » Mathieu hocha la tête et dit « Oui, elle-même. Maintenant sortons d'ici avant que d'autres n'arrivent. » Il l'aida à monter à cheval avec ce soin immense habituel, monta derrière elle, et ils partirent à travers la forêt alors que le jour commençait à poindre entre les cimes des pins, la lumière arrivant peu à peu en bandes dorées qui coupaient l'obscurité entre les arbres.
Alice s'appuyait contre lui et Mathieu tenait les rênes d'un bras et la soutenait de l'autre, attentif aux alentours au cas où il serait suivi. Et il y avait dans ce geste simple une protection qu'elle sentit de tout son corps. Il chevauchait en silence, quand Alice se raidit soudainement, puis un son qu'elle ne put retenir, un gémissement bas et involontaire qui dit tout avant les mots. « Mathieu !» dit-elle d'une voix qui portait en elle quelque chose d'urgent et d'effrayé à la fois. « Arrête le cheval !» Il s'arrêta immédiatement, puis la contraction arriva, forte, réelle, sans cérémonie. Et Alice baissa les yeux et confirma ce que son corps avait déjà annoncé. Elle avait perdu les os. Le bébé arrivait. Mathieu descendit du cheval d'un seul mouvement et se dirigea vers elle, les yeux écarquillés, et la voix qui sortit avant qu'il ne puisse organiser sa pensée. « Qu'est-ce que je fais, Alice ?» Et alors il se produisit quelque chose que ni lui ni elle n'attendaient dans ce moment de panique. Alice sourit. Un petit sourire vrai de ceux qui naissent quand on a peur, mais qu'on sait être au bon endroit, et elle répondit avec un calme qui coûtait cher à maintenir. « Tu vas m'aider à avoir mon bébé. » Mathieu la descendit du cheval avec un soin qui semblait impossible pour la vitesse que la situation exigeait, l'installa adossé à un large tronc de pin et s'agenouilla devant elle avec cette détermination d'homme qui décide qu'il va y arriver, quoi qu'il arrive. La forêt était silencieuse autour d'eux, le jour s'éclaircissant lentement au-dessus des cimes, et entre les racines de ces arbres centenaires, le monde entier sembla se contracter à ce petit cercle de 2 personnes et d'une vie qui arrivait. Alice poussait et criait doucement, les doigts serrant la main de Mathieu avec une force qu'il n'essaya pas de diminuer, car il savait que c'était exactement ce dont elle avait besoin pour se tenir. « Je suis là avec toi, Alice, » disait-il avec une fermeté qui ne vacillait pas. « Je suis là, je ne vais nulle part. » Elle le regardait dans les moments où la douleur accordait un bref répit, et il y avait dans ce regard une confiance qui pesait plus que n'importe quel mot que l'un ou l'autre aurait pu dire jusqu'alors. Les contractions se succédèrent, les unes après les autres, avec cette intensité qui ne négocie pas. Et Mathieu resta à ses côtés pendant chacune d'elles, la voix constante, la main ferme, les yeux toujours sur elle. Près de 2 heures plus tard, le cri arriva, petit et fort à la fois, et Mathieu tint ce garçon robuste entre ses mains avec une expression qui n'avait jamais été sur son visage auparavant. Il resta immobile un instant, qui semblait suspendu, regardant cette petite vie qui était venue au monde entre les arbres et la lumière du matin. Puis il regarda Alice et posa l'enfant dans ses bras avec délicatesse. Alice le reçut, émue, et quand elle regarda le visage de son fils, les larmes coulèrent, et elle dit tout bas, « Bonjour, mon amour. » Mathieu les regarda tous les deux, puis parla, « Il est magnifique, Alice. » Elle leva les yeux vers lui avec un sourire qui illuminait même les ombres de la forêt et dit, « Merci d'être venu me sauver. » Mathieu toucha son visage avec sa main qui tremblait encore légèrement et répondit d'une voix qui n'avait plus aucune réserve. « Jamais je ne t'aurais laissé, Alice, jamais. » Il la regarda un moment, elle et l'enfant dans ses bras. Puis il dit de cette voix basse de quand les mots viennent d'un endroit qui n'est pas la tête. « Je t'aime, Alice. Et quand j'ai pensé que j'aurais pu te perdre, j'ai été terrifié d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. » Elle le regarda, les yeux encore humides et le sourire qui n'avait pas quitté son visage depuis l'arrivée de son fils. Et alors, il se pencha et l'embrassa avec cette douceur qui portait en elle tout ce que les dernières heures avaient été. La peur, le soulagement, l'amour qui n'avait pas demandé la permission d'exister et qui était arrivé quand même. Quand ils se séparèrent, il regarda autour de lui, inquiet. « Je dois vous sortir d'ici, tous les deux. » Alice regarda son fils puis lui et répondit avec honnêteté. « Je ne sais pas si je peux marcher, Mathieu. » Il n'hésita pas, la prit dans ses bras avec un soin immense, l'enfant blotti contre elle, et la plaça sur le cheval en disant « Allons-y doucement. » À cette heure, le commandant est déjà à la propriété des Lefebvre. Ils chevauchèrent à travers la forêt à un pas lent qui respectait chaque mouvement d'elle. En approchant de la pension, des gardes les attendaient sur le chemin, et parmi eux se trouvaient 2 silhouettes qu'Alice reconnut avant toutes les autres. Rosalie courut vers le cheval, les yeux rouges de celle qui avait pleuré toute la nuit d'inquiétude, et Pierre venait juste derrière, avec l'expression soulagée de celui qui s'attendait au pire et a reçu le meilleur. « Alice, » dit Rosalie d'une voix qui portait encore les larmes,
J'étais si inquiète pour toi. » Et puis elle vit l'enfant dans les bras de son ami, et sa voix sortit différemment, plus petite et plus grande à la fois. « Il est né. » Mathieu et Pierre aidèrent Alice à descendre avec précaution, tandis que Rosalie l'enveloppait déjà de ce soin de celle qui ne sait pas bien comment tenir, mais sait qu'elle doit être proche. Et les deux femmes entrèrent par la porte de la pension, tandis que Mathieu se tournait vers le commandant. Le commandant s'approcha avec cette posture d'homme habitué à clore des missions et dit avec un sérieux respectueux « Monsieur de Beaumont, félicitations pour votre travail. Comme toujours, nous avons arrêté les Lefebvre, et Madame Aurore et ses fils ont déjà été emmenés. Les hommes sont maintenant dans les mines pour secourir les travailleurs. Ils sont 19 au total, et nous allons leur fournir tous les soins nécessaires. » Mathieu remercia chaque homme pour son travail, avec une sincérité qui n'était pas protocolaire. Il demanda à Pierre d'aller chercher un médecin pour examiner Alice et le bébé. Puis il entra par la porte de la pension avec cette fatigue de celui qui a tout donné et qui est quand même arrivé à temps. Plus tard, après que le médecin eut confirmé qu'Alice et Gabriel allaient en bien et qu'ils pouvaient se reposer, Mathieu entra dans la chambre et la trouva allongée dans le lit et Gabriel dormant dans le berceau. Il s'assit sur le bord du lit, regarda l'enfant et dit tout bas « Il est parfait, Alice, j'aime bien le nom. » Elle sourit et dit « Je sais. » Et alors il lui prit la main et dit « Nous devons avoir cette conversation. » Alice le regarda avec une attention qui pesait, et Mathieu parla avec cette honnêteté qu'il avait apprise à ses côtés, que c'était la seule façon de parler qui en valait la peine. « Je t'ai dit dans la forêt que je t'aime, et je n'imaginais pas ressentir ça à nouveau pour quelqu'un. Je veux savoir ce que tu ressens pour moi, Alice. » Elle regarda son fils, regarda Mathieu, et prit sa main entre les siennes, et dit d'une voix qui n'avait plus aucune réserve. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, Mathieu, mais maintenant j'ai un fils. Je ne suis ni noble ni une dame. Comment serait notre vie? Élèverais-tu un enfant qui n'est pas le tien ?» Mathieu la regarda Gabriel, et répondit avec une certitude qui n'était pas impulsive mais profonde. « Je t'ai aidé à le mettre au monde, Alice. Il fait partie de toi, et j'aime tout ce qui fait partie de toi. Je l'élèverai comme mon fils. Et tu n'es peut-être pas noble en titre ou en richesse, mais tu as la plus grande des noblesses, un cœur beau, courageux, et qui se bat pour ce qu'il veut. Et oui, je suis absolument certain de ce que je veux. » Alice le regarda un long moment, avec des yeux qui ne cachaient plus rien, et dit tout bas « Je suis sûr aussi que je veux que tu fasses partie de notre vie. » Et il sourit, de ce sourire qu'elle avait appris à reconnaître comme le plus vrai de tous, et l'embrassa là, sur le bord de ce lit simple de la pension du Moulinet. Le Moulinet fut sous le choc quand la vérité sur Aurore se répandit dans le village, et il était presque impossible de croire que cette dame bienveillante avait trompé tout le monde pendant si longtemps, cachant une mine sur les terres de son frère, où 19 personnes travaillaient sans rien recevoir en retour. Le village entier digéra cette douleur lentement, avec cette tristesse de celui qui découvre que ce qui semblait être de l'amour était un mensonge depuis le début. Mais la vie continuait, et au milieu de tout cela, il y avait une joie qu'aucune révélation ne pouvait éteindre. Gabriel était venu au monde. Alice vivait les jours les plus heureux qu'elle ait connus, avec son fils dans les bras et la pension pleine de gens qui frappaient à la porte pour le rencontrer, et qui finissaient par rester pour savoir qui était vraiment l'homme à ses côtés. C'est ainsi, naturellement, que le Moulinet apprit que Mathieu Gaspard était Mathieu de Beaumont, le duc d'Alençon, et il remercia chaque personne pour son hospitalité avec une sincérité qui émut tout le monde. Mathieu savait à quel point le Moulinet comptait pour Alice et ne l'en arracherait jamais. Il parla donc à la couronne, présenta sa proposition clairement. La mine était très riche et appartenait désormais à la couronne. Il fallait quelqu'un de confiance pour la gérer, et ses frères géraient très bien les propriétés à Alençon sans avoir besoin de sa présence. Il ne cesserait pas d'être duc, il changerait seulement de résidence, mais il avait besoin de l'approbation de la cour pour cela. La réponse mit des jours à arriver, des jours qu'Alice compta un par un. Et puis un matin, Mathieu descendit les escaliers et elle vit le sourire sur son visage avant même qu'il n'arrive à la cuisine. Son cœur s'accéléra et elle demanda d'une voix qui sortit à peine. « Ils ont accepté ta proposition, Mathieu. » Il s'approcha d'elle et l'enlaça avec cette force qui enveloppait tout et répondit d'une voix qui ne cachait plus rien. « Ils ont accepté, mon amour, je vais établir ma résidence ici, dit-il, les bras toujours autour d'elle et Gabriel entre eux deux.
J'aime ce calme, et les terres des Lefebvre sont maintenant à nous. Nous allons embaucher des travailleurs pour la mine de la bonne manière, avec dignité et un salaire juste. » Alice l'embrassa, le cœur plein, sans avoir besoin de plus de mots, et dit en souriant « Je suis si heureuse. » Il l'embrassa à nouveau et dit avec le sourire le plus vrai qu'elle connaissait « Moi aussi. Et maintenant, nous pouvons enfin nous marier. » 2 mois plus tard, le mariage eut lieu, et tout le moulinet était présent, car ces 2 personnes avaient déconquis le village avant même de savoir qu'elles y resteraient. La famille de Mathieu vint d'Alençon, et Alice avait gardé une peur silencieuse de ne pas être acceptée, de ne pas être à la hauteur de leur monde. Mais le père de Mathieu l'embrassa comme on embrasse quelqu'un qui a toujours fait partie de la famille. Et ses frères, Michel et Alain, regardèrent Gabriel avec ce naturel de ceux qui n'ont jamais envisagé une autre possibilité que de l'aimer dès le premier instant. Ils étaient heureux de voir leur frère avec cette joie dans les yeux qui n'apparaît que lorsque le bonheur est réel. Et c'était tout ce qu'ils avaient besoin de voir pour accepter Alice et son fils à bras ouverts. Rosalie reçut l'invitation d'aller vivre avec eux dans le nouveau manoir sur les terres des Lefebvre, mais elle répondit avec le rire qui était sa marque de fabrique qu'elle préférait garder la pension, puisqu'Alice ne s'opposait pas à la mettre à son nom et qu'elle en devienne la nouvelle propriétaire. Et alors, avec un naturel qui ne surprit personne sauf eux-mêmes, elle et Pierre révélèrent la romance que Mathieu et Alice connaissaient déjà depuis la première nuit du bal des orchidées. Et le rire qui remplit le salon fut de ce genre qui réchauffe toute la maison. Avec les mines fonctionnant de la bonne manière, le moulinet grandit d'une façon qui remplit de fierté chaque personne qui y vivait. De nouvelles familles arrivèrent. Le village gagna une école et un médecin, et Mathieu apporta des améliorations en se promenant au milieu du village comme un homme qui gouverne avec les gens et non de loin. Les gens étaient heureux d'avoir le duc et la duchesse vivant parmi eux, et Alice se découvrait chaque jour plus amoureuse et plus fière de l'homme qui avait choisi de rester. Mathieu ne laissa pas ses enquêtes lorsqu'il était appelé par la couronne et ne déçut jamais, car l'intégrité qui était en lui n'était pas circonstancielle. Quand Gabriel eut 2 ans, Alice découvrit qu'elle était de nouveau enceinte et le 2e fils arriva, nommé Philippe, apportant une joie qui doubla tout ce qu'il y avait déjà dans cette maison. Et Mathieu ne cessa jamais, pas un seul jour, de voir Gabriel comme son premier-né, son premier fils, et cela remplissait le cœur d'Alice d'un amour pour cet homme qui n'avait pas de mesure. Une nuit, Mathieu rentra d'une de ses missions au petit matin, la maison silencieuse et l'odeur de bois de chauffage encore dans l'air. Alice dormait, mais elle ouvrit les yeux en sentant le poids de son corps s'allonger à côté d'elle, dans le lit. Elle se tourna vers lui et dit d'une voix endormie, et avec ce sourire qui apparaissait avant même qu'elle ne s'en rende compte, « Je me suis endormie. Je pensais que tu n'arriverais que demain matin. » Il l'embrassa avec sa délicatesse habituelle et répondit tout bas en posant son front contre le sien, « Je n'en pouvais plus de ton absence. » Il l'enlaça dans l'obscurité de la chambre et elle posa la tête sur sa poitrine avant de dire avec une douceur qui portait en elle une émotion gardée. « Philippe a fait ses premiers pas aujourd'hui, Mathieu. » Il resta silencieux une seconde et dit d'une voix un peu triste, « Je l'ai manqué. » Alice répondit tout bas, « Je ne l'ai pas vu non plus. C'est Gabriel qui l'a vu. » Mathieu sourit dans l'obscurité de la chambre et dit avec cette affection qu'il avait pour ses 2 fils, d'une manière égale et différente à la fois. Il doit être très fier de son frère. Alice dit, « Oui, il l'est, et tu lui manques. » Mathieu la serra plus fort contre lui et répondit d'une voix qui était un foyer, un retour, et tout. « Il me manque aussi. » Il embrassa le sommet de sa tête avec cette tendresse qui était venue à lui, sans prévenir, et qui était restée pour toujours. Et ils fermèrent les yeux ensemble, avec les montagnes du moulinet au dehors et tout ce qui comptait à l'intérieur. Là était Alice Fournier, la femme qui s'était enfuie avec une petite valise et le cœur brisé, qui avait acheté une maison en ruine et en avait fait un foyer, qui n'avait pas renoncé à son fils et avait trouvé un homme qui avait choisi de rester. Et là était Mathieu de Beaumont, l'homme qui avait décidé qu'il n'aimerait plus et qui avait découvert que certaines décisions, la vie ne nous laisse tout simplement pas les prendre. Cette histoire nous enseigne que le recommencement existe, mais il arrive, et quand il arrive, il change tout. Alice n'a pas eu besoin d'être noble pour mériter un amour véritable. Elle a juste eu besoin d'être elle-même, courageuse, honnête et le cœur ouvert.
même après tout ce qu'elle avait vécu. Et Mathieu n'a pas eu besoin de chercher l'amour. Il a juste eu besoin de s'arrêter devant un simple portail en bois et de regarder la femme en face de lui avec les yeux de celui qui croit encore en ce qu'il voit. Si vous attendez que quelque chose de bon puisse encore arriver, cette histoire est pour vous. N'abandonnez pas car le véritable amour ne prévient pas. Il apparaît simplement un jour ordinaire et reste pour toujours. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être arrivé jusqu'à la fin de l'histoire d'Alice et Mathieu ici, sur la chaîne Amour et Romances d'époque. Et souvenez-vous, certaines décisions ne sont pas entre nos mains, et la vie peut encore vous surprendre.